Dans un monde où votre lignée détermine votre valeur, un ancien esclave est devenu le plus grand épéiste en vie. Même ainsi, il n'a pas pu empêcher la chute de l'humanité. Quelques instants avant sa mort, il acquiert la seule chose qu'il n'avait jamais eue, le pouvoir de la magie. Renvoyé dans le passé, il intègre une famille noble, bien décidée à anéantir ce monde obsédé par les lignées. Ce garçon que tout le monde méprise pourra-t-il se hisser au sommet et prouver que la force se mérite, et ne chérite pas? L'histoire commença dans la ville d'Eil, le dernier bastion de l'humanité. Le feu faisait rage de toutes parts. Des explosions retentissaient de tous côtés, fracassant les vestiges de ses anciennes défenses. Le protagoniste, Colin, était allongé parmi les décombres et expirait entre ses dents serrées. Bon sang. Il respirait lourdement, sentant chaque inspiration déchirer sa poitrine de douleur. Un démon émergea d'une brèche dans le mur en ruine. Arborant un sourire narquois, il déclara qu'il était le dernier survivant, Colin. Puis, il pointa vers lui une épée de feu flamboyant. Colin se remit péniblement sur ses pieds, pressant sa main contre sa poitrine. Il fronça les sourcils en fusillant son adversaire du regard. Le démon pencha la tête sur le côté et dit qu'il continuait à se battre même en étant seul. Pour cela, il lui permettrait de choisir la façon dont il allait mourir. Colin serra les dents et pensa, est-ce vraiment la fin? Des souvenirs défilèrent devant ses yeux. Il y a un an, les démons avaient soudainement lancé une invasion. En un clin d'œil, ils avaient capturé de nombreuses villes, dont la capitale royale. Les soldats roturiers avaient résisté farouchement, mais finirent par tomber face à ces créatures maniant la magie. Pour l'humanité, la magie était un privilège réservé aux nobles de lignées prestigieuses. Obsédés par l'idée de la supériorité du sang, les nobles croyaient qu'ils seraient les héros qui sauveraient l'humanité. Ils n'auraient jamais pu imaginer que leur magie n'était qu'un jeu d'enfant pour les démons. Colin resserra sa poigne sur la garde de son épée et murmura silencieusement. S'il avait seulement reçu ce livre plus tôt, tout se serait passé différemment. Le démon haussa paresseusement les épaules et demanda s'il avait déjà décidé de la mort qu'il préférait. Il pourrait lui trancher les membres ou le brûler vif comme ses camarades. Aucune n'était une mauvaise option. Colin se dit sombrement, il parle trop. Et à voix haute, il grommela. Puisqu'on en était là, il n'avait plus le choix. Il attrapa l'épée qui traînait sur le sol à côté de lui et aboya. Arrête de parler. Ferme-la. Dans un cri, il chargea. Leurs lames s'entrechoquèrent dans un fracas assourdissant. Le démon haussa un sourcil. Ah, hurla Colin en parant les coups furieux, avant de propulser brusquement sa lame en avant, visant la poitrine du démon. Il fut contraint de reculer d'un pas. Le démon demanda s'il pensait vraiment pouvoir le vaincre rien qu'avec son maniement de l'épée. L'humanité, privée de la bénédiction du dieu démon, est condamnée. Mais la seconde d'après, de profondes entailles commencèrent à apparaître sur son corps. Le démon hurla, impossible. Son corps s'enflamma, comme si les flammes elles-mêmes s'étaient rebellées contre lui. Il hurla qu'une technique d'épée humaine ne pouvait pas blesser son corps. Colin essuya la sueur de son visage du revers de la main et lâcha froidement, pas avec une technique ordinaire, mais s'il s'agit d'une épée interdite sacrifiant l'âme et la force vitale de son porteur, c'est une toute autre histoire. Ils se ruèrent à nouveau l'un sur l'autre, leurs lames fendant l'air et projetant des étincelles. En un instant, Colin saisit l'opportunité, une ouverture, et abattit son arme à la vitesse de l'éclair, tranchant le bras du démon. Le démon rugit, les veines de son visage saillant de rage. De sa main libre, il agrippa la lame de Colin et gronda. C'est donc ça, l'épée interdite? Toujours avec un rictus narquois, il ajouta. Le résultat aurait pu être différent s'il avait attaqué par surprise avec cette technique. Colin jeta un coup d'œil à son épée. Elle commençait à se fissurer, comme incapable de supporter sa propre puissance. Le démon, sans se départir de son calme, murmura, mais, malheureusement, il s'en est fallu de peu. Sur ces mots, d'un mouvement sec, il réduisit la lame de Colin en un nuage de petits éclats qui s'éparpillèrent sur le sol. Puis, il leva la main en la pointant vers le héros et hurla, meurs. Un puissant flash d'énergie frappa les ruines. Colin s'effondra au sol, sentant ses forces l'abandonner. Il fronça les sourcils et pensa que même cela n'avait pas suffi. Le démon se pencha sur lui et dit qu'il ignorait d'où il tirait cette technique, mais que d'une manière ou d'une autre, c'était la fin pour l'humanité. Il attrapa Colin par le cou et le souleva de terre. Colin fit intérieurement ses adieux à ses camarades. Il s'était battu de toutes ses forces, mais tout ce qu'il avait réussi à faire, c'était trancher un bras. Ce n'était pas suffisant. L'instant suivant, le démon se figea comme s'il sentait quelque chose, et Colin, sur le point de perdre connaissance, ouvrit soudain un œil, surpris. Pourquoi était-il encore en vie? Et même, où était-il? Puis il entendit une voix. Colin. Il sursauta brusquement. En regardant autour de lui, qui était là? Tout près se trouvait un livre lumineux, un grimoire. La voix résonna de nouveau. Son sang l'avait éveillé. Il l'aiderait à retourner dans le passé et à tout recommencer. Colin fixa le livre, une étincelle d'espoir s'enflammant dans sa poitrine. Il pensa, tout recommencer. Serrant le poing, il dit d'une voix rauque. Il ne sait pas qui il est, mais s'il peut vraiment lui accorder une autre chance, c'est plus qu'il n'aurait jamais osé espérer. Le grimoire répondit calmement. Merveilleux. À partir de maintenant, il sera à ses côtés. Il t'aidera à maîtriser la magie et à exaucer son vœu de longue date. Les pages du livre se mirent à tourner d'elles-mêmes. Le grimoire ajouta qu'il devait lui montrer un avenir différent, Colin. Cette fois, ils feront tout différemment. Quelque temps plus tard,
des chants acclamant le boucher résonnèrent encore et encore dans l'arène. La foule ne s'arrêtait plus. Scandant le nom de l'immense combattant comme pour l'élever au rang de légende, le protagoniste se tenait derrière le boucher, abasourdi, scrutant l'arène et pensa, une arène d'esclaves? Il baissa les yeux vers ses mains. Elle tenait une épée et un bouclier. Puis il tourna son regard vers le boucher et pensa brièvement, je vois. La foule continuait de se déchaîner, hurlant le nom du géant. L'un des spectateurs s'exclama, cet homme n'est pas tombé, même après le coup du boucher. Quel combat! Les roturiers étaient ravis. Rien à voir avec ces combats d'exhibition ordonnés par Slat. Slat, un noble du territoire de Rhin, lissa tranquillement sa moustache et déclara froidement, avec précision. Le rôle de ces roturiers n'est pas différent de celui des esclaves. Après tout, les deux n'existent que pour leur divertissement. Ce ne sont que de simples pions. À cet instant, le boucher s'avança lourdement sur le sable de l'arène avec un bruit sourd, et la foule explosa de joie en scandant de nouveau son nom. Darius Hall, marquis et dirigeant du territoire de Rhin, observait la scène. Il haussa légèrement un sourcil et murmura qu'il s'en doutait. Les yeux du boucher s'écarquillèrent soudain de surprise comme s'il sentait quelque chose, et notre protagoniste soupira mentalement. Il était retourné dans le passé. Il baissa les yeux et vit que son pied était fermement planté sur l'énorme marteau du boucher. Une pensée lui traversa l'esprit, le ramenant à l'époque où il était forcé de se battre comme esclave gladiateur. Puis il remarqua un symbole magique brillant sur ses mains et se figea un instant. Le grimoire avait-il fusionné avec son corps? Si c'était le cas, alors Colin repoussa violemment le marteau, balança son épée et se mit à réfléchir. À partir de ce moment, il allait changer son destin. Un coup puissant fendit l'air, et la seconde suivante, la tête du boucher roula sur le sable. Colin atterrit un peu plus loin, le souffle court. Il se dit que pour changer cet avenir où l'humanité est détruite par les démons, il n'avait pas le choix. Il devait maîtriser la magie inscrite dans le grimoire. Mais en tant qu'esclave, c'était un rêve impossible. Alors pour commencer, il doit infiltrer la famille Hall et agir plus vite que dans sa vie passée. Son regard glissa vers le marquis Darius Hall. Peu de temps avant, un des surveillants, serrant un sac de pièces, avait attrapé Colin par le tissu rugueux de ses vêtements et murmuré, retenant à peine ses larmes. Il détestait l'admettre, mais il ne pouvait pas désobéir aux ordres du seigneur Slat. S'il te plaît, perds le combat. Sinon, ils le tueront. Se remémorant ces mots, Colin pensa froidement. Slat veut le sacrifier pour s'attirer les bonnes grâces des nobles. Très bien. Il allait s'en servir. Qu'il croit que tout se déroule selon leur plan. Avec ses pensées en tête, il posa son épée sur son épaule, esquissa un léger sourire et hurla. Arrêtez de gagner du temps. Amenez le prochain adversaire. Un des nobles frappa la balustrade du poing, furieux, et hurla d'aller au diable. Slat n'était-il pas censé superviser tout ça? À côté de lui, un autre noble rouge de colère aboya sur Slat. Lui, d'ailleurs, avait parié une somme considérable. Slat agita les mains pour tenter de calmer la tempête. S'il vous plaît, calmez-vous. Cela fait aussi partie du plan. Tout se passe comme prévu. À ce moment-là, Darius demanda ce qu'il pensait du récent coup du jeune homme. Cornel, son majordome, se tenait à proximité et répondit en fermant les yeux que c'était une coupe vraiment puissante et précise. Même les plus grands guerriers de l'Empire sont rarement capables de tels mouvements. Darius sourit et ajouta qu'à son avis, le mieux était justement qu'il ait désobéi à l'ordre de Slat. À cet instant, un autre adversaire entra dans l'arène. Slat déclara que s'il leur laissait un peu de temps pour rêver, ils seraient plus enclins à dépenser leur argent. Ne vous inquiétez pas. Tout se déroule selon le plan. La prochaine fois, ils verront ce Colin se faire mettre en pièces. Peu après, l'une des personnes présentes cria que Colin remportait sa deuxième victoire consécutive à la surprise générale. La foule se mit à scander son nom. Les yeux de Slat s'écarquillèrent de surprise et il pensa, quoi? Les nobles commencèrent à s'indigner. Qu'est-ce ce qui vient de se passer? Ce n'est pas ce qui était convenu. Slat essaie-t-il de les faire passer pour des idiots? Il tendit maladroitement les mains devant lui et répondit que ce n'était pas ça. Il bouillait intérieurement. À quoi diable pense-t-il? Puis il agita la main et cria, et rassemblez tous les gladiateurs. Le subordonné répondit que ce serait fait. Puis Slat jura pensivement. Cornel fit remarquer que cela devenait intéressant. Darius regarda l'arène d'un air songeur. Quelques secondes plus tard, de nombreux adversaires pénétrèrent dans l'arène. Notre héros se dit que le marquis Darius rêvait d'un monde où tout le monde pourrait apprendre la magie de manière égale. Dans sa vie passée, il lui avait confié cet espoir. Au final, il n'avait pas pu le concrétiser. Avec ses capacités actuelles, il pourrait y parvenir. Mais pour infiltrer la famille Hall, il devait attirer l'attention du marquis Darius. Battre simplement ses adversaires ne suffisait pas. Après cela, il plaça son épée dans son dos et cria que c'était assez simple. Maintenant, attaquez tous en même temps. La foule hurla que c'était de la folie. Cet esclave est devenu fou. En avant, Colin. Les gladiateurs se ruèrent au combat, mais le protagoniste esquiva facilement leurs attaques prenant appui sur le sol pour bondir. Quelqu'un cria, les trois ont raté. Impossible. À cet instant, le protagoniste amorça sa descente et d'un coup de son arme, décapita plusieurs adversaires d'un seul coup. Ensuite, il fixa les gladiateurs suivants. Il hurlait bruyamment en s'approchant, tenant leur lance devant eux. Il ramassa l'arme tombée au sol et la lança, en touchant deux à la fois. La seconde suivante,
un autre gladiateur apparut derrière lui et brandit son épée. Le protagoniste para le coup puis enfonça son épée droit dans la poitrine de l'adversaire avec une telle force que la lame transperça son corps, percuta le mur et le couvrit de fissures juste à côté de la tête de Slat. À ce moment-là, Slat se pencha légèrement, remarqua les fissures sur le mur et ouvrit la bouche de surprise. La seconde suivante, il remit son épée sur son épaule. Slat hurla, comment ose-t-il l'humilier ainsi? Il allait définitivement le lui faire payer. Puis Darius se mit soudain à rire. Les autres nobles échangèrent des regards surpris. Il déclara calmement que le pion était devenu joueur et que les pêcheurs étaient devenus les poissons. Ses plans sont ruinés. Slat grinçait des dents d'irritation, et les nobles commencèrent immédiatement à s'indigner. Il agit comme si cela ne le concernait pas. Le marquis Darius, bien qu'il soit le souverain du territoire du Rhin, a-t-il vraiment l'intention de laisser scène tirer un pitoyable esclave qui a osé se rebeller contre les nobles? Il doit être exécuté. Appliquer le châtiment suprême. Darius leva un sourcil d'un air glacial. Le châtiment suprême? Pour un esclave? Prendre les autres de haut? Est-ce là votre bon sens, noble? Les nobles eurent des sueurs froides, n'osant pas contredire le souverain. La seconde suivante, Slat concentra de l'énergie dans sa main et hurla de fureur. Ils s'accrochent toujours à de faux idéaux? Il y a 1000 ans, au moment où leurs ancêtres ont reçu la magie d'un dieu, une hiérarchie claire a été établie dans ce monde. Eux, les nobles, sont les vice-rois du dieu, et ils s'accrochent à ces fausses croyances. Ils comptent s'opposer à leur grand dieu. Sur ces mots, il s'approcha de Darius et dirigea vers lui l'énergie concentrée dans sa main. Le protagoniste, assis à proximité, ricana et demanda calmement, qu'y a-t-il de mal à ça? Des exclamations choquées retentirent autour de lui. Comment un roturier ose-t-il se moquer d'un dieu? Appelez la garde divine. Capturez cette racaille. Le MC foudroya le vicomte Slat du regard, pointa son arme sur lui et dit, s'il est vraiment le vice-roi du dieu, alors pourquoi ne l'affrontait-il pas à sa place? L'assistant eut le souffle coupé. Il a défié Slat. Il est fou. Maintenant, il ne peut que prier pour ne pas se faire tuer. En entendant cela, certains nobles se mirent à ricaner. Slat entra dans l'arène face au protagoniste et grogna, pitoyable esclave. Il a ruiné ses plans, et maintenant il insulte le dieu. Et il a le culot de le défier en duel? Il concentra à nouveau le flux d'énergie dans sa main. À cet instant, un symbole magique s'illumina sous les pieds de Colin. Colin entendit une voix douce, mana détectée. Il se demanda, cette voix venait-elle du grimoire? La seconde suivante, une fenêtre système apparut devant lui avec les statistiques de Slat. Pendant ce temps, l'ennemi continuait d'accumuler de l'énergie et aboya. S'il veut en mourir, il l'enverra dans l'autre monde. Des courants d'air tourbillonnèrent autour de Colin en gagnant en puissance. Puis Darius s'écria, surpris, lame de vent. Les nobles chuchotèrent, on dirait que Slat y va à fond. La lame de vent est une magie qui transforme le vent en une lame et tranche l'ennemi en pièces. Prenons les paris. En combien de morceaux sera-t-il découpé? Il parie sur 7, alors il pariera sur 8. Slat rugit, regarde bien, Darius. Voilà la différence de puissance entre un esclave et un noble. Les courants d'air s'intensifièrent. Les vêtements de Colin se déchirèrent et volèrent en lambeaux. Colin pensa, une lame de vent qui tranche tout sur son passage, mais au final, ce n'est qu'une magie de bas niveau. La fenêtre système s'afficha de nouveau devant lui, cette fois avec ses propres caractéristiques. Il se dit que ça ne marcherait pas sur lui. Il avait une résistance magique. Cette étrange capacité accordée par le grimoire s'avérait bien plus utile qu'il ne le pensait. Comparé à la magie démoniaque, ce niveau était un jeu d'enfant. Sur ses pensées, il s'élança soudainement en avant et balança son épée, déchirant le vortex de vent. Slat se figea, ne croyant pas ses yeux, et s'écria, quoi? Les nobles se figèrent, bouche bée de stupeur, tandis que le protagoniste continuait d'avancer inexorablement. Slat chercha frénétiquement son épée et hurla de désespoir. Impossible. Mais le protagoniste, d'un coup d'épée vif, fit sauter l'arme des mains de l'ennemi et, d'un mouvement puissant, le jeta à terre. Il plaça la pointe de sa lame sous le cou de Slat, puis le système signala, mana détecté. Un symbole magique s'illumina sous les pieds de Colin, et des mains osseuses commencèrent à en sortir. Elles s'agrippèrent au corps du protagoniste, restreignant ses mouvements. Colin leva son arme et hurla, qu'est-ce ce que c'est? L'instant suivant, l'une des mains fantomatiques lui couvrit la bouche, l'empêchant de lancer un sort. Puis un représentant de la garde divine s'avança et dit froidement. Ils sont arrivés à point nommé. C'est ce même esclave qui a osé défier un noble et insulter Dieu. Au nom de Dieu, arrêtez le suspect. La garde divine commença à encercler Colin de près. Il évalua brièvement la situation. Une pensée lui traversa l'esprit. Briser ce sort de restriction serait facile, mais pour l'instant, il ne voulait pas attirer l'attention des plus hautes sphères du pouvoir. Sur ses pensées, il bougea à peine les doigts, testant les limites de la magie de restriction. Tout ou rien, décida-t-il, puis il ouvrit grand la bouche et hurla. Il est Colin Hall, le fils du marquis Darius. Retirez cette magie immédiatement. Un murmure de stupeur parcourut la garde divine, le fils du marquis. Slat se figea, ne croyant pas ses oreilles. Colin Hall? Un autre noble marmonna sous le choc. Cet esclave est le fils du marquis? Il n'avait jamais entendu dire que le marquis avait un autre fils. Colin, gardant un regard froid, pensa, la garde divine ne lève jamais la main sur un noble. Alors comment tout cela va-t-il se terminer? Puis Slat leva son armée,
s'avançant furieusement vers Colin, hurla, il ment, tout ça pour sauver sa vie. Il devrait être exécuté 10 000 fois. Mais la seconde suivante, la voix de Darius tonna depuis les gradins. Arrêtez. Il descendit d'un pas vif dans l'arène. Les nobles et les gardes échangèrent des regards surpris, le marquis Darius. Slade sourit d'un air malicieux et, pointant un doigt vers Colin, siffla. Il allait justement achever ce morveux insolent. Avant qu'il ne puisse finir de parler, Darius s'avança vers le protagoniste et le gifla violemment. Il cria, quel idiot. Comment ose-t-il jeter la honte sur la famille? Les membres de la garde divine se figèrent, incertains de ce qui se passait. Confus, Slade jeta un coup d'œil à Darius puis à Colin. Puis Darius attrapa le protagoniste par le col et grogna. Il pensait que le livret à la guilde des marchands lui remettrait au moins les idées en place, même à un type comme lui. Mais au lieu de se raviser, il a levé la main sur le vicomte Slade. Je dois admettre que je suis impressionné par son audace. À ce moment-là, Colin gloussa intérieurement. C'est un pari, et il est en train de gagner. Après une courte pause, Darius se tourna vers Slade et déclara fermement, Vicomte Slade, il s'excuse pour les problèmes causés par son idiot de fils. Permettez-lui également de s'excuser en son propre nom. Colin ne put se retenir et s'écria, mais c'est lui qui m'a insulté en premier, père. Darius le coupa brusquement. Silence. Puis il se tourna vers la garde divine. Il aurait lui-même une discussion sérieuse avec ce jeune. Il fit un geste désinvolte de la main et ajouta qu'ils pouvaient tous partir libres. La seconde suivante, Slade bondit vers eux et s'écria avec désespoir. Non. Il ne doit pas laisser partir cet homme. Il tint son épée devant lui et s'avança. Darius, pense-t-il pouvoir le tromper avec cette performance pathétique? Il ne permettra à personne d'emmener cet esclave. Il l'achèvera ici et maintenant, quel qu'en soit le prix. Puis Colin se mit soudain à rire et demanda calmement. Il a dit personne. Cela incluait-il le souverain du territoire du Rhin qui se tenait juste devant lui, ou la garde divine venue le capturer au nom d'un dieu? Bien sûr, ils sont aussi inclus là-dedans. Personne. N'est-ce pas? En d'autres termes, il compte lever l'étendard de la rébellion? Slade pâlit et s'écria d'une voix enrouée, non. Il lâcha l'épée de ses doigts affaiblis et bredouilla précipitamment que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Puis le garde claqua des doigts et déclara froidement, en d'autres termes, c'était un malentendu. Il s'inclina légèrement et ajouta, veuillez accepter ses plus plates excuses pour ce qui s'est passé. Quant à l'homme nommé Slade, ils le signaleront très certainement à la tour de la magie. Ils le contacteront plus tard concernant les mesures à venir. Et maintenant, adieu. Slade s'effondra mollement sur le sable de l'arène, vidé de ses forces. Quelques secondes plus tard, les représentants de la garde divine se dirigèrent vers la sortie. L'un d'eux, sans se retourner, déclara que concernant l'homme nommé Colin, un rapport aussi détaillé que possible devait être fait sur lui. Le garde marchant derrière le détachement halta de surprise. Veut-il parler du fils du marquis? Demanda l'une des personnes présentes. Comment est-il même possible que le souverain du territoire du Rhin ait un enfant dont personne n'est au courant? Objecta le garde. Mais il n'est pas du tout le fils du marquis, sans qui quelqu'un. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle le marquis le protège? Le garde se contenta de jeter un regard à son interlocuteur et dit, pour l'instant, il ne peut rien dire. Il devrait surveiller les moindres faits et gestes du type. Quelque temps plus tard, Darius, assis dans la calèche, s'esclaffa bruyamment et fit remarquer que c'était une excellente performance. Le protagoniste, assis en face de lui, cria haut et fort sa gratitude pour l'aide qu'il lui avait apportée plus tôt. Il se dit qu'apparemment, le marquis avait ordonné au majordome Cornel de régler le paiement de sa libération. Puis Darius croisa les bras et demanda à Colin, était-il déjà allé sur le champ de bataille? Répéta le protagoniste avec surprise. Le marquis ajouta que ses mouvements étaient ceux d'un guerrier chevronné. Avait-il étudié avec un maître? Le protagoniste baissa le regard et commença à raconter son histoire. Il était né dans un village reculé. Après la mort prématurée de ses parents, les villageois l'avaient vendu à des marchands d'esclaves. Cependant, un homme l'a acheté plus tard et lui a enseigné les bases de la magie et du combat. Il l'a traité comme son propre fils et lui a confié un grand idéal. Mais au final, il n'a pas pu le réaliser, c'est pourquoi il est maintenant déterminé à être à la hauteur des attentes de son mentor, même si cela doit lui coûter la vie. Darius regarda le jeune homme avec surprise, puis pensa, l'attaque de Slade a donc échoué parce que Colin a étudié la magie. Un cœur fort qui refuse de laisser la flamme de l'espoir s'éteindre, peu importe les circonstances. Peut-être que ce jeune homme sera capable de réaliser ses idéaux. Bientôt, Cornel interpella Darius et annonça leur arrivée. La calèche s'arrêta près d'un vaste domaine, puis entra dans la cour. Darius sortit et s'adressa à Colin. Il n'était plus un esclave. Cependant, cela ne signifiait pas qu'une vie tranquille l'attendait. La survie du plus fort, telle était la loi de ce monde. C'est ici que son aide prenait fin. Savoir s'il pourrait surmonter les épreuves à venir ne dépendait que de lui. Le marquis sourit et ajouta qu'il comptait sur lui, Colin. Puis il gravit les marches vers l'entrée du domaine. On disait que les nobles épousaient leurs égaux pour préserver le pouvoir de la magie et la pureté de leur lignée. La famille Hall était particulièrement obsédée par la suprématie de la lignée, mais Darius était une exception. Il était né d'une servante. Dans le passé, il avait été confronté à des discriminations cruelles et répétées. Cependant, grâce à des efforts inlassables et à une force écrasante, il s'est élevé au rang de marquis et est devenu le souverain du territoire du Rhin connu de tous. Quelque temps après,
Il marchait dans le couloir, et Darius dit qu'il se moquait de son passé. Le passé n'a pas d'importance ici. Seul le pouvoir, la richesse, le statut et l'honneur sont importants. Il lui donnera tout ce qu'il désire. Il s'approcha de la porte, posa la main dessus et, se tournant légèrement, ajouta, s'il a assez de talent pour le mériter. Souviens-toi de ça, Colin, clarifia le protagoniste. Est-ce qu'il veut dire tout? Et s'il veut sa place de souverain, s'écria Cornel avec surprise. Quoi? Darius confirma calmement la place de souverain. La seconde suivante, il ouvrit la porte à la volée, entra et rit aux éclats. Puis il cria, s'il est si sûr de lui, qu'il essaie donc de la lui prendre. Le MC pensa, le marquis Darius est un fervent partisan de la méritocratie. Il croit à l'égalité des chances pour tous. C'est précisément pourquoi les suprémacistes du sang et d'autres ennemis le détestent. Puis Katrina Williams vint à leur rencontre et dit, bienvenue à la maison. Le protagoniste songea brièvement que même au sein de sa propre famille, il n'avait pas de répit. Devant eux se tenait Katrina, l'épouse de Darius, et Fried, son fils aîné. Katrina déclara qu'elle et Fried attendaient son retour. Darius s'avança et fit remarquer qu'il n'avait dit à personne quand il rentrerait. Elle répondit qu'au Ukilaï, les rumeurs se répandaient vite parmi les gens. Elle avait même entendu parler de leur petit conflit avec le vicomte Slat et d'autres affaires. Un petit oiseau le lui a murmuré, gloussa Darius. Un oiseau, dit-elle. Katrina se couvrit le visage de la main, embarrassée. Il ajouta qu'il jurait que ses espions se contentaient de le suivre. Le protagoniste fronça les sourcils, jetant un coup d'œil aux autres et pensa, la souveraine de l'ombre, la comtesse Katrina. C'était elle qui avait tenté de le tuer et détruit ses idéaux. Ayant hérité du pouvoir et de toute la fortune de ses parents défunts, elle est considérée comme l'égale de sa première épouse bien qu'elle soit la deuxième. Maintenant, elle complote pour faire de son fils Fried l'héritier du marquis. Dans sa vie passée, il était tombé dans son piège, mais cette fois, ça n'arriverait pas. Puis Colin a fait quelques pas en avant et a dit que c'était un grand honneur d'être reçu par eux deux. Son nom était Colin. Il a posé la main sur sa poitrine et a ajouté qu'à partir d'aujourd'hui, il consacrerait toutes ses forces à servir leur famille. Les visages des personnes présentes ont instantanément changé. Quelqu'un a crié, pour qui se prend-il? Katrina a tendu la main devant elle et, se tournant légèrement, a dit froidement, un esclave pathétique, osant utiliser un nom de famille noble. Cornel. Le majordome a répondu, oui. Elle a demandé, ne devrait-il pas superviser la formation d'un nouveau venu? Il est resté silencieux. À la même seconde, le MC a brusquement pointé son épée en avant et a crié, ce nom de famille lui a été donné par le chef de famille en personne. Quelqu'un s'oppose-t-il à sa décision? Sachez ceci. Un jour, il deviendra le maître de ce territoire et les forcera tous à s'incliner devant lui. Souvenez-vous-en. Le visage de Fried s'est assombri de rage, et un murmure a parcouru les serviteurs. Il a dit, maître, quelles absurdités débite-t-il cette fois? Katrina, contenant à peine sa tension, a crié, esclave pathétique. N'ose pas parler sur ce ton. À son ordre, ses subordonnés ont immédiatement encerclé Colin. Darius a crié sèchement, arrêtez. Il s'est avancé et a ajouté fermement, tout ce que Colin a dit est vrai. En fonction de ses véritables capacités, il envisageait même de faire de lui son héritier. Fried s'est écrié avec indignation, père, que dit-il? Katrina a souri faiblement, couvrant son sourire de sa main, et a dit que si c'était le cas, elle n'en dirait pas plus. Cependant, dans le domaine du marquis, des centaines de serviteurs travaillent jusqu'à l'épuisement, et pourtant, seuls quelques-uns d'entre eux ont un jour reçu un nom de famille. Un homme qui vient de surgir de nulle part et gagne d'emblée le droit de s'appeler Hall. Il ne fallait pas s'attendre à ce que tout le monde s'en réjouisse. Sur ces mots, elle s'est approchée de Darius et, toujours souriante, a suggéré, pourquoi ne pas le soumettre à des épreuves? Il a demandé, surpris. Des épreuves. Elle a expliqué calmement. Il doit prouver sa force à la satisfaction de tous. S'il échoue, il devra suivre les règles de la maison et quitter cet endroit dans la disgrâce. Le protagoniste s'y est immédiatement opposé. C'est inacceptable. Fried a serré le poing et a crié, quel est le problème? A-t-il peur? Colin a répondu froidement. Ça n'a aucun sens qu'il soit le seul à passer ces épreuves. Pas vrai? Que tous ceux qui prétendent au nom de famille s'y soumettent. Celui qui réussira le recevra. L'héritier doit être quelqu'un de vraiment capable, pas seulement quelqu'un qui a la chance de naître dans la famille Hall. Fried, contenant à peine sa rage, a crié, est-ce qu'il se moque de lui? Il a frémi intérieurement. Pour la première fois de sa vie, il a subi une telle humiliation. S'il doit vraiment concourir pour l'héritage avec des serviteurs et des esclaves. La seconde suivante, Katrina a posé doucement sa main sur l'épaule de son fils et l'a appelé calmement, Fried. Il a tressailli et a soupiré. Mère? Elle a parlé avec retenue. Elle le lui avait dit tant de fois, un noble doit toujours rester digne. Inutile de tant s'inquiéter pour ce singe. Il possède un pouvoir magique absolu. Contente-toi de tout observer de haut. Il a répondu doucement, oui. Quelque temps plus tard, le protagoniste a résumé ses pensées. Le marquis Darius avait fini par accepter sa proposition. Il a été décidé qu'un test de sélection parmi les volontaires aurait lieu dans un mois. D'ici là, il devrait travailler aux côtés des autres, tout comme dans sa vie passée. Il a marché dans le couloir et a pensé, c'est une excellente occasion d'étudier le grimoire. Cornel marchait devant. En se retournant, il a fait remarquer,
il semblerait qu'il sache parfaitement comment plaire au seigneur Darius. Le protagoniste a demandé, surpris. Pardon? Le majordome a expliqué calmement. Le seigneur Darius a de nobles idéaux, et pour cette raison, il est surveillé de près par de nombreux autres nobles. On raconte qu'il aurait été recueilli par des nobles par le passé. Mais les gens de l'association des esclaves jurent qu'il a été acheté directement dans un village isolé. Et juste au moment où le seigneur Darius s'inquiétait sérieusement pour un héritier, un candidat aussi parfait que lui apparaît soudainement. Il a incliné légèrement la tête et a ajouté, en pointant une petite dague vers Colin. Ne pense-t-il pas que c'est un peu trop opportun pour n'être qu'une simple coïncidence? Colin s'est involontairement crispé, sentant quelqu'un l'agripper par derrière. Le MC a dit, Maître Cornell, il y a de la logique dans ce qu'il dit. Mais il comprend de quoi les gens de l'association des esclaves sont capables. N'est-ce pas? Il n'hésite pas à organiser des combats pour le profit. Cornell a levé un sourcil. Quoi? Le protagoniste a expliqué, ils ont comploté avec Slat et essayé d'extorquer de l'argent via des paris. Pense-t-il qu'il allait le laisser tranquille après qu'il a fait tout ce qu'il voulait? Cornell a réfléchi un instant, puis en a pris note mentalement. Le marchand avait affirmé que la force de Colin était tout au plus de niveau intermédiaire, mais ses mouvements correspondaient clairement à un niveau avancé, voire supérieur. Dans l'Empire, le maniement de l'épée et la magie ont des niveaux bien distincts. La plupart des gens atteignent le niveau intermédiaire, quelques-uns le niveau avancé, et tout niveau supérieur est exceptionnellement rare. La plupart des nobles privilégient la magie, donc leur maîtrise de l'épée reste basique. Cependant, des organisations spéciales comme la garde divine exigent une maîtrise avancée des armes. Cornell a réfléchi un moment puis a murmuré en silence, ces marchands lui auraient-ils vraiment donné de fausses informations pour se débarrasser du garçon? Sur ses pensées, il a rangé sa dague. Le protagoniste a dit calmement, on dirait qu'il a compris. Pour dissiper tout soupçon, il dirait ceci. S'il était un espion, il n'aspirerait pas à devenir un seigneur local. Cornell a levé un sourcil, surpris. Que voulait-il dire? Le protagoniste a écarté les bras et a expliqué, le but d'un espion est d'infiltrer l'entourage de l'ennemi et de trouver ses points faibles. En d'autres termes, s'il était un espion, il ne viserait pas la place d'héritier, mais une autre position. Sur ces mots, il pointa le majordome du doigt. Il demanda avec stupeur. La sienne? Colin hocha la tête. S'il prenait le poste de majordome en chef, ne serait-ce pas le moyen le plus simple de découvrir toutes les faiblesses de son maître? Par conséquent, il lui proposa un marché. Il utiliserait sa position de serviteur pour traquer les autres espions de la noblesse. En échange, il demanda sa coopération, maître Cornell. Le majordome clarifia froidement la situation. Il comprenait, bien sûr, qu'il se ferait des ennemis parmi la noblesse. Le protagoniste haussa les épaules. Une grande récompense s'accompagne toujours de grands risques. De plus, s'il arrivait quelque chose au marquis Darius, l'héritage en lui-même perdrait tout son sens. Cornell se demanda à nouveau, était-il vraiment prêt à porter le fardeau du pouvoir dans ce but? Non seulement il était fort, mais il semblait aussi très intelligent. Cependant, ce marché était bien trop avantageux pour lui. Il ne pouvait s'empêcher de soupçonner qu'il avait une autre idée derrière la tête. Après ces mots, il se retourna et déclara que pour commencer, il allait lui montrer sa chambre. Le protagoniste répondit brièvement. Il avait compris. Bientôt, le majordome s'approcha du bâtiment et lui dit qu'il pouvait désormais choisir la place qu'il voulait. Les serviteurs de cette maison sont divisés en 3 rangs. C'est ce qu'a établi la maîtresse des lieux. Les serviteurs de haut rang servent la maîtresse, le maître et le jeune maître. Les serviteurs de rang intermédiaire ont le droit de vivre dans le manoir avec eux, et les serviteurs de bas rang vivent dans des casernes séparées. De plus, il est même interdit aux serviteurs de bas rang de s'approcher des manoirs. Il leva 3 doigts et ajouta sèchement. Ses principales tâches sont de sortir les poubelles, couper du bois de chauffage et s'occuper des chevaux. Et pour finir, il allait énoncer la règle principale. Il doit faire preuve d'une obéissance absolue envers les serviteurs supérieurs. Le protagoniste jeta un regard surpris aux serviteurs qui se tenaient à proximité. L'un d'eux éclata d'un rire bruyant en croisant les bras. Cornell se retourna brusquement et demanda s'il avait bien compris. Ce sont les règles établies par la maîtresse. Le protagoniste répéta mentalement, obéissance absolue. C'est compris. Puis il s'avança vers les serviteurs et dit d'un ton amical qu'il était un nouveau venu. Il s'appelle Colin. Il est heureux de travailler avec eux, et il afficha un sourire chaleureux. Les serviteurs ne cachèrent pas leur moquerie. Colin? Tiens donc, le futur souverain en personne. Un autre s'approcha, le pointa du doigt et cria qu'il avait entendu parler de lui. Il a déjà réussi à provoquer un conflit avec la maîtresse et le jeune maître. Un troisième se frappa la poitrine. Il allait lui apprendre comment le saluer correctement dans les parages. La seconde suivante, un autre serviteur brisa une bouteille et, brandissant le goulot, aboya, mets-toi à genoux tout de suite et répète. Qu'il est heureux de travailler avec eux, et en même temps, de se gifler jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Un autre homme fit un pas de côté en pointant un doigt vers le visage du protagoniste. Avait-il tout bien compris? Si tu as compris, alors dépêche-toi de commencer. Avant même qu'il ne termine sa phrase, Colin lui attrapa instantanément les doigts d'un mouvement brusque, lui disloqua le bras et le jeta au sol. Les autres se figèrent de stupeur. À la seconde même, le protagoniste donna un coup de pied à un autre serviteur, le projetant contre le mur. Puis il prit son élan et grogna, «
alors il ne se retiendra pas. Il est heureux de travailler avec eux. Sur ces mots, il abattit sur eux une série de coups puissants, criant à chaque fois qu'il était heureux de travailler avec eux. L'un des serviteurs hurla, « Ce sale gosse !» Son camarade souleva une chaise au-dessus de sa tête et hurla, « Tuez-le !» Le protagoniste se contenta de sourire, jeta un coup d'œil aux agresseurs, puis, d'un mouvement vif, dégaina son épée de son fourreau et la lança. La lame frappa l'agresseur de plein fouet à la tête, lui faisant sauter une dent. Prenant appui sur le sol, il asséna un coup de pied foudroyant au visage du dernier agresseur. La force du coup projeta l'homme dans les airs jusqu'à l'extérieur du portail. L'un des serviteurs à terre se releva en se couvrant le visage de la main et croassa, « Merde !» Le protagoniste s'avança vers lui, pointant le bout de son épée, et demanda calmement s'il était satisfait maintenant. Il haleta. « Oui, il est satisfait. » Le protagoniste ricana, posant son épée sur son épaule. Il aimait entendre ça. Le serviteur enragé, saisissant une bouteille brisée, se jeta à l'attaque en hurlant, « Crève !» Colin fit volte-face et, d'un coup d'arme maîtrisé, trancha le bras de son assaillant. L'homme tomba à genoux, hurlant de façon hystérique. Le protagoniste se tourna légèrement et dit froidement, « Maintenant il est certainement satisfait puisque l'on en est arrivé là. N'est-ce pas ?» Colin prit une note mentale. Pour l'instant, il avait réussi à gagner un peu de la confiance de M. Cornell, mais la suite restait un mystère. Quelque temps plus tard, il prononça fermement, « Ouverture du grimoire ». Il s'assit dans une position méditative tandis que les pages du grimoire volaient autour de lui comme un tourbillon. Il se dit qu'il devait apprendre la magie le plus vite possible pour être capable de se protéger. Ses pensées le ramenèrent involontairement vers le passé. Lorsque la comtesse Katrina a épousé le marquis Darius, elle a progressivement remplacé la plupart des serviteurs de la famille Hall par ses propres hommes et a établi un système hiérarchique rigide. À cause de cela, les relations déjà tendues entre les partisans du marquis et l'entourage de la comtesse, dont les visions sur la gouvernance et le pouvoir étaient radicalement différentes, se sont encore aggravées. Dans ce contexte, Cornell, en tant que confident du seigneur, fut nommé majordome pour faire contrepoids à la comtesse. Cornell n'avait pas seulement le pouvoir d'exiler les proches de Katrina, il avait aussi le privilège de participer à la sélection du successeur. En d'autres termes, devenir l'héritier sans son approbation était pratiquement impossible. Mais dans sa vie antérieure, tout a été gâché par la mort prématurée de Cornell. Sa mort a permis à Katrina de consolider rapidement son pouvoir et de propulser son fils, Fried, au rang d'héritier. Si seulement le seigneur Cornell avait survécu, tout se serait terminé très différemment. Cependant, avec son niveau actuel de novice en résistance à la magie, il se sentait extrêmement vulnérable. Tendant la main vers le grimoire, il se répéta mentalement. Ce dont il avait le plus besoin maintenant, c'était d'une magie qui lui servirait à la fois d'attaque et de défense. Une lumière éclatante jaillit autour de lui, remplissant la pièce d'un rayonnement aveuglant. Le protagoniste se crispa. Les veines de ses tempes gonflèrent. Il serra les dents. Une pensée lui traversa l'esprit. Le contenu du livre semblait se déverser directement dans son esprit, et il ne pouvait plus bouger. La douleur était telle qu'il avait l'impression d'être mordu par des milliers de fourmis en même temps. Une énergie immense imprégnait chaque cellule de son corps. C'était comme si du magma dévorait son sang, ses os et son âme tout entière. La seconde suivante, une voix sourde et lourde résonna depuis la lumière. Colin Hall, détruit, déforme, subjugue. Le protagoniste expira avec difficulté. Il était à bout de force. Est-ce là le prix à payer pour apprendre la magie? Puis l'image de la fille qui avait un jour calmement demandé, un entraînement magique? Il te suffit de fermer les yeux et de sentir le flux de mana défila sous ses yeux. Colin esquissa un faible sourire à travers la douleur. Qu'il est bon d'être un noble. Tu peux t'entraîner à la magie aussi facilement que tu respires. La voilà, la tant vantée différence de lignée. Mais cette pensée ne l'a pas brisée. Au contraire, elle n'a fait qu'alimenter sa détermination. Il murmura qu'il y parviendrait, peu importe le prix. L'instant d'après, un éclair aveuglant jaillit de la pièce, illuminant la rue. Peu après, un des serviteurs se tourna brusquement vers son camarade qui s'essuyait le visage de fatigue avec sa manche et aboya. Et c'est ce même morveux. Le protagoniste entra dans la pièce en jetant nonchalamment ses mains derrière sa tête et dit d'un ton traînant, « Les aînés se lèvent tôt. » Il gloussa intérieurement. Honnêtement, il s'attendait même à ce qu'il essaie de le poignarder dans son sommeil, bien que ça ne les aurait pas aidés de toute façon. En jetant un coup d'œil à la fenêtre du système qui venait d'apparaître sous ses yeux, il rit de satisfaction. Ça a bien marché. Son corps lui faisait mal à cause de la tension. L'entraînement de chevalier l'avait épuisé au maximum. Il décida que d'abord, il devait manger. Pendant ce temps, un cri perçant retentit à l'extérieur. « Laissez passer !» L'homme avança en poussant et cria. Et son regard tomba sur un serviteur debout au milieu de l'allée, tenant un seau d'eau. Sans ralentir, l'homme frappa brusquement le serviteur à la poitrine. Il aboya. « Ne t'avise pas de rester là au milieu du chemin comme une statue. » Le seau glissa de ses doigts affaiblis et se renversa avec fracas. Quelques gouttes d'eau éclaboussèrent en avant, atterrissant directement sur les chaussures de la haie, qui se tenait à proximité. La haie fixa d'un air indigné ses chaussures sales, et son collègue hurla immédiatement, « Comment ose-t-il salir les bottes de l'adjoint ?» La haie fit simplement un signe de la main et dit calmement, « C'est bon. Calmez-vous. » Le serviteur tomba immédiatement à genoux et se mit à bredouiller. Il est tellement désolé.
Il ne regardait pas où il allait. Par pitié, il implore votre pardon. Leia s'arrêta à côté de lui, posa sa main sur son épaule et dit, eh bien, s'il ne regardait pas, on n'y peut rien. Le jeune homme, le regardant avec des yeux remplis de peur, le remercia chaleureusement. Mais Leia se pencha alors légèrement vers lui et ajouta doucement, cependant, si ses yeux ne voient pas où il doit regarder, alors peut-être qu'il n'en a pas du tout besoin. N'est-ce pas? Sur ces mots, il se rua brusquement en avant, et un grand cri de douleur retentit. Le serviteur qui se tenait tout près halta et murmura d'horreur. Le pauvre. À la seconde même, l'homme aboya. Qu'est-ce ce que vous regardez? Tout le monde à genoux. En un clin d'œil, tous les serviteurs tombèrent à genoux. Seul le protagoniste passa calmement comme si de rien n'était, en marmonnant dans sa barbe. Je me demande ce qu'ils peuvent bien manger ici. Bien qu'avec son rang, ils ne te donneront rien de normal de toute façon. Puis un des serviteurs leva la main et cria, Yung, tout en montrant ses mains bandées. En se tournant vers Léo, il se mit à gémir. C'est ce même morveux qui lui a tranché les mains. Il l'a attaqué en pleine nuit. Il est complètement fou. Il lui a demandé d'être prudent avec lui. Léo interpella immédiatement le protagoniste. Gamin. Colin se tourna légèrement et dit d'un ton traînant avec un sourire paresseux. Quoi? L'ami de son aîné? Veut-il qu'il lui coupe les mains à lui aussi? L'homme debout à proximité lécha une goutte de sang sur le dos de sa main et marmonna, quel idiot insolent. Il n'a aucune idée de à qui il a affaire. Pas comme ce maître ou cette maîtresse de pacotille. Œil pour œil, dent pour dent. Va-t-il se couper la main lui-même ou a-t-il besoin d'aide? Plusieurs gardes se rassemblèrent immédiatement autour de lui, serrant les poings et plissant les yeux d'un air méchant. Le protagoniste attrapa tranquillement la garde de son arme et dit calmement, dans ce cas, il leur donnerait aussi le choix. Que voulait-il sauver? Leur main ou leur tête? Léo fit un geste désinvolte de la main et marmonna. Malheureusement pour lui, il ne s'abaisserait pas à combattre quelqu'un de son niveau. Mieux vaut laisser les autres s'occuper de ce type. Il était, après tout, un ancien champion de l'arène des esclaves. À ce moment-là, DAC, le guerrier de réserve des gardes, un serviteur de rang intermédiaire, s'avança. Colin pensa avec surprise, c'était incroyable qu'ils puissent se rencontrer dans un tel endroit. Il fronça les sourcils, replongeant mentalement dans sa vie passée quand lui et DAC marchaient côte à côte. Et pourtant, il y a à peine une seconde, ces types le tabassaient. Le protagoniste, sans quitter DAC des yeux, demanda froidement, va-t-il vraiment se battre à sa place? Puis il pointa son arme sur Colin et déclara, il y a des règles strictes ici. Les jeunes obéissent à leurs aînés, et les plus bas obéissent aux intermédiaires. Quiconque les enfreint doit être puni. Le protagoniste fit une grimace de mépris. Allait-il simplement se laisser faire? Même s'il était utilisé de cette manière, DAC serra les dents, contenant à peine son irritation. Sans lui laisser la moindre chance de prononcer un mot, Colin s'élança en avant et cria qu'il réduirait ses règles en miettes, tout en lui plaçant la pointe de son épée sous la gorge au même moment. Les autres gardes se figèrent sous le choc. Qu'est-ce ce qu'il a dit? Quand a-t-il eu le temps? DAC fut momentanément stupéfait. Il a dégainé son épée en une fraction de seconde et a fixé sa main vide avec stupéfaction. Puis Léo a hurlé. Est-ce qu'il réalise au moins à qui il a affaire? Il a été personnellement choisi par le seigneur Fried, un messager divin, qui lui a accordé sa faveur. S'il s'oppose à lui, il se mettra à dos le seigneur Fried et tous ses partisans. Colin a jeté un lent regard au groupe rassemblé, puis a baissé son épée, et Léo a déclaré froidement. On dirait qu'il commence à comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'il va le laisser filer, du moins pas avant de l'avoir battu à moitié à mort. La seconde suivante, il a fait un léger signe de tête à ses alliés. Ils ont foncé à la vitesse de l'éclair, laissant de profondes entailles sur le dos de DAC. Le protagoniste a regardé autour de lui d'un air sombre, et Léo a crié qu'il allait devoir donner une leçon aux siens aussi, pour qu'ils ne baissent pas leur garde. DAC s'est effondré au sol, tremblant de tout son corps. L'un des agresseurs a planté son épée dans sa main et a aboyé. Ce n'est rien d'autre qu'un déchet. L'attrapant par les cheveux, il a sifflé. Il vient de rater une belle opportunité. Écoute bien. S'il foire encore une fois, il est mort. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, le MC est passé à l'action, abattant deux adversaires d'un seul coup tranchant. Léo a eu un sourire de prédateur à cet instant et s'est dit, il a baissé sa garde. Se faufilant derrière le protagoniste, il a levé son arme et a crié, ne tourne pas le dos à l'ennemi, le bleu. Cependant, Colin s'est immédiatement retourné et a paré le coup à la perfection. Léo, tenant à peine le morceau brisé de son arme, a halté de choc. Son épée? Le MC a pointé la lame sur lui et l'a lancé froidement. La prochaine fois, ce ne sera pas juste un avertissement. Léo a levé les mains de peur. Arrête. Et a fermé les yeux, s'attendant à recevoir un coup. Mais la seconde suivante, DAC a soudainement surgi devant Colin, tenant sa lame en avant. Leurs regards se sont croisés, et dans ce silence, une nouvelle tension palpable a éclaté. DAC s'est élancé en avant, mais le protagoniste a facilement bondi en arrière, gardant ses distances. DAC a crié, il ne doit plus commettre de crime. Le MC a répondu froidement. Cette fois, il le laissera partir pour son propre bien. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit toujours comme ça. S'il a bien tout compris, qu'il foute le camp d'ici immédiatement. Puis Colin s'est approché de DAC et lui a demandé doucement, même s'il était plus fort que lui, pourquoi n'a-t-il même pas essayé de se défendre?
DAC a ri jaune et a aboyé. Maintenant que le bras droit a pris les choses en main, il est fini. À quoi bon expliquer quoi que ce soit à quelqu'un qui est sur le point de mourir? Il a jeté son épée aux pieds de Colin et a ajouté qu'il pouvait la garder. Elle ne porte que malheur de toute façon. L'instant d'après, Léo a attrapé DAC par le cou et l'a plongé de force dans un tonneau d'eau. Il a hurlé. C'est un imbécile. Il a été humilié juste parce qu'il est resté là à ne rien faire. DAC? Cherchant son souffle, il a commencé à balbutier des mots d'excuses. Léo l'a brutalement jeté sur le côté et a grogné. Merde. Dégage. L'un de ses subordonnés s'est immédiatement avancé et a demandé, il ne va pas laisser ce crétin s'en tirer aussi facilement, n'est-ce pas? Léo a souri d'un air carnassier. Bien sûr que non. Que tout le monde le sache. Il a déclaré la guerre à la haute société. Ils vont le dépouiller de toute fonction dans le domaine et l'isoler complètement. Le subordonné a répondu, ce sera fait, monsieur. DAC s'est figé un instant, se rappelant la question de Colin. Pourquoi ne se défendait-il pas? Quelque temps plus tard, le dîner a commencé. Les domestiques se sont alignés et ont entonné une prière en chœur. Ô Dieu suprême! Ils jurent de le servir pour la vie. Paix éternelle à Dieu et à ses messagers. Le majordome, se tenant à l'avant de la salle, a dit calmement, bien, passons à table. Les servantes plus bas chuchotaient doucement. La nuit dernière, elle a rêvé que sa maîtresse l'avait promue au rang de domestique supérieur. La fille à côté d'elle a fait l'écho avec enthousiasme, alors ses prières ont atteint Dieu. La maîtresse a transmis sa volonté à travers elle. Maintenant, elle devra travailler encore plus dur. Ils ont de nouveau incliné la tête et ont doucement répété, repose éternel à Dieu et à ses messagers. Le cuisinier, versant de la soupe dans les bols, a aboyé, soyez déjà reconnaissants d'être devenus des serviteurs. Travaillez dur pour qu'un jour vous soyez choisis par Dieu lui-même. Le domestique suivant, en acceptant un bol, a marmonné docilement, repos éternel à Dieu et à ses messagers. Le cuisinier a hurlé. Au suivant. À ce moment-là, le protagoniste est calmement passé devant la file. Les domestiques se sont immédiatement mis à chuchoter, c'est bien lui? Colin, n'y prêtant aucune attention, s'est avancé et a marmonné, pourquoi tout le monde le regarde comme ça? Il a tendu la main vers le bol de soupe comme si c'était la chose la plus normale du monde. Mais avant qu'il ne puisse toucher au plat, le cuisinier a instantanément arraché l'assiette de sous sa main et a aboyé. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le MC s'est retourné, surpris par la foule de domestiques figés derrière lui, puis a continué son chemin en silence. Ceux qui restaient dans la file ont échangé des regards et chuchoté, où est-il allé? Là-bas, bien sûr. Des cris ont immédiatement retenti. Et, qui est-il? Un des serviteurs a marmonné. Seuls les domestiques supérieurs y sont autorisés, mais le protagoniste s'est contenté d'élever légèrement la voix. Il implore le pardon. Laissez-le passer. Les domestiques ont commencé à s'agiter avec indignation. À quoi pense ce misérable esclave? Que quelqu'un s'occupe de lui. Pendant ce temps, Colin a calmement croqué dans un croissant comme si de rien n'était. À cet instant précis, Cornel s'est approché de lui et l'a interpellé doucement. D'habitude, seuls les domestiques supérieurs sont autorisés ici. Quelqu'un dans la foule a crié, Maître Cornel, s'il vous plaît, punissez-le comme il le mérite. Le majordome secoua calmement la tête. Les erreurs sont inévitables quand on vient tout juste d'arriver. Il doit l'accompagner. Il se tourna et s'éloigna, et Colin lui emboîta le pas. Les autres domestiques les regardèrent simplement s'éloigner, perplexes. Au bout d'un moment, Cornel s'arrêta et demanda s'il avait oublié la règle de l'obéissance absolue envers ses supérieurs. Le protagoniste, marchant derrière lui, répondit calmement. Mais le seigneur Darius a dit qu'il récompenserait chacun selon ses capacités. Il a assez de force pour mériter un vrai repas. Cornel acquiesça légèrement. Il avait décidé d'accepter son offre précédente. Désormais, il l'assisterait dans ses tâches quotidiennes. En échange, il devra l'aider à démasquer un espion caché dans cette demeure. Le protagoniste haussa un sourcil, surpris. Le signal de la chasse. Pourquoi le seigneur prévoyait-il de commencer si tôt? Le majordome s'expliqua avec prudence. Il s'agirait plus probablement d'une enquête pendant la chasse. Des rapports signalaient que quelque chose d'étrange se passait dans la sombre et profonde forêt voisine. Colin termina le reste de son croissant, s'essuya le visage avec sa manche et dit doucement, une sombre et profonde forêt, donc. Quelque temps plus tard, un cerf noir aux yeux rouges bougea prudemment la tête de gauche à droite, à l'affût du moindre bruissement. La seconde suivante, 3 flèches transpercèrent son corps à la vitesse de l'éclair. Le protagoniste, caché derrière les buissons, tenait un arc entre ses mains. Il gloussa légèrement, sortit de sa cachette et dit d'un ton calme, je t'ai eu. Alors qu'il commençait à dépecer la carcasse, il se figea soudainement et grogna de surprise. De la poitrine du cerf, il extraya le noyau scintillant du monstre. Ces noyaux étaient généralement transformés en bijoux, comme des pendentifs ou des colliers. Mais selon le grimoire, ils pouvaient aussi être utilisés pour créer des potions ainsi que des objets spéciaux qui améliorent les capacités. Les propriétés du noyau dépendaient directement du type et du rang du monstre abattu. Colin fixa le noyau et pensa, c'est un bas niveau, juste assez bon pour une potion de mana. Puis, il jeta un bref coup d'œil à la fenêtre du système qui venait d'apparaître. Peu avant, Cornel, fronçant légèrement les sourcils, avait demandé s'il voulait se rendre sur les terrains de chasse. Mais juste après l'anomalie,
L'accès n'est autorisé qu'aux gardes, aux chevaliers d'élite ou aux personnes accréditées. Le protagoniste se frotta le menton d'un air pensif et dit, donc, s'il y va avec un des gardes, il pourra entrer. Pas vrai? Dans le présent, un DAC enragé bondit vers lui en le pointant du doigt et en criant qu'il lui avait dit de ne pas y aller seul. De plus, seuls les nobles et les serviteurs de rang intermédiaire ou supérieur ont le droit de chasser. Le protagoniste le regarda calmement, puis tendit la main. Donne-moi une seconde. Sans attendre de réponse, il prit l'épée de DAC et, l'instant d'après, la plongea dans le corps du cerf. Se tournant légèrement, il déclara, voilà. Maintenant, c'est sa proie. DAC serra les poings. Pensait-il sérieusement qu'une telle logique fonctionnerait? Il faisait équipe avec un être inférieur. C'était tout bonnement une insulte. Il enfonça l'épée encore plus profondément et marmonna, à quoi diable pense maître Cornell? Peu de temps auparavant, Colin serrait une dague dans sa main et affirmait fermement avoir reçu une mission de maître Cornell. Tous deux devaient se rendre sur les terrains de chasse pour aider le chef de famille dans son enquête et, par la même occasion, se ravitailler. Regarde. Il lui a même donné sa dague en guise de preuve. DAC ne put alors que pousser un soupir stupéfait. Quoi? À présent debout au-dessus de la carcasse, DAC se tourna légèrement et soupira intérieurement. Pourquoi lui? Quelle malchance! Eh bien, il devait se concentrer sur sa tâche. Ayant fini de dépecer la viande, il marmonna doucement, que la bénédiction de Dieu soit avec eux. S'il parvient à faire ses preuves lors de cette mission, il pourrait devenir un membre officiel de la garde. La seconde suivante, il releva brusquement la tête, surpris par un mouvement devant lui. Le protagoniste avait déjà allumé un feu et embrochait à présent des morceaux de viande avec une adresse redoutable. Remarquant DAC, il lui fit signe de la main et cria, « Eh, viens ici !» DAC se figea puis hurla, « Qu'est-ce ce qu'il fabrique ?» Colin, sans lever les yeux de sa cuisson, demanda calmement, « À ton avis ?» Il fait rôtir de la viande. Il aboya. Ce sont des provisions pour le chef de famille et ses hommes. Croit-il qu'il peut juste se servir et manger quand ça lui chante? Le protagoniste prit une petite bouchée et haussa les épaules. Ils ont plein de ce genre de trucs. Personne ne remarquera une petite perte. Puis il tendit le morceau cuit à DAC. Il devrait en manger aussi. Il recula, indigné. Ils le puniront à leur retour. Il s'était disputé avec l'adjoint et lui avait même pris son arme. Colin sourit légèrement. Il ne reçoit à manger qu'une fois tous les 3 jours. Pas vrai? D'une manière ou d'une autre, il sera quand même puni pour avoir pris son épée. Il se demande quand sera son prochain vrai repas. Il approcha un morceau de viande presque jusqu'au visage de DAC et ajouta, d'ailleurs, qui protégera le chef de famille si ses jambes flanchent à cause de la faim? Ne t'en fais pas. Il n'en parlera à personne. DAC resta figé un instant, puis attrapa brusquement la viande et marmonna, d'accord. C'est pour la mission. Non. Pour le chef de la famille. Il tomba à genoux et se mit à manger goulûment. Colin dit doucement, il doit avoir très faim. Alors pourquoi se contente-t-il de suivre les ordres de son commandant en second, alors qu'il possède une telle force? DAC posa sur lui un regard sombre. Quel est le rapport avec la force? Les nobles sont choisis par Dieu. Ils sont ses messagers. Un pouvoir divin leur a été accordé. S'il travaille dur et fait preuve de dévotion envers Dieu, lui aussi pourra devenir un messager divin dans sa prochaine vie. Il avait traversé l'enfer pour obtenir un poste de serviteur de rang intermédiaire, juste pour que sa petite sœur lointaine puisse être fière de lui. Il était en train de lui demander de tout gâcher? Ne dis pas n'importe quoi. Il ignorait pourquoi le chef de famille prônait la méritocratie, mais ils avaient déjà de la chance d'être devenus des serviteurs. Ils ne devaient pas rêver trop grand. Ils devaient juste travailler dur. Colin gloussa. Quel genre de pouvoir divin? C'était simplement la capacité d'utiliser un peu de magie. Rien de plus. DAC plissa les yeux. Puisqu'il disait ça, voyons s'il pouvait apprendre au moins un sort par lui-même. Le protagoniste pencha légèrement la tête et répondit calmement. Et s'il lui disait qu'il pouvait lui apprendre la magie? DAC se figea puis redemanda lentement. Il connaissait la magie? Un cri perçant retentit dans la forêt. DAC demanda, qu'est-ce ce que c'était? Le loup planta ses crocs dans le cou de l'homme, qui hurla de douleur. Glenn leur ordonna de se rassembler et de garder la formation. Il se retourna et dit, cauchemar. Des créatures attaquèrent les combattants et les mordirent, les faisant hurler à plein poumon. Glenn bloqua l'attaque du monstre et pensa, qui aurait cru que quelques animaux sauvages causeraient autant d'ennuis. Il tua le loup, et le gars cria, Glenn, depuis l'arrière. Glenn se retourna et vit plusieurs monstres se précipiter vers lui. Il fronça les sourcils quand soudain des flèches percèrent les corps des monstres. DAC encocha une flèche et demanda, est-ce qu'il va bien? Ils étaient venus aider. MC s'élança et pensa, des bêtes de la flamme azur. Leur viande, leurs os et leur peau valent cher. On dit que si vous en tuez ne serait-ce qu'une, vous pouvez vivre sans vous soucier de rien pendant un moment. Mais le plus important, c'est qu'elle possède de puissants boulets de canon. Il banda son arc et cria qu'il n'en laisserait s'échapper aucune. Colin atterrit au sol, et Glenn demanda, a-t-il foncé droit dans la meute? MC eut un sourire en coin et pensa, ces mauviettes ne peuvent même pas chasser sans une meute. Elles ne font pas le poids face à lui. Il attaqua rapidement les monstres et atterrit sur le côté. MC esquiva l'attaque avec agilité et pensa, elles continuent d'attaquer. Même en voyant leurs congénères tués sous leurs yeux, elles ne réalisent pas l'immense différence de force. Colin donna un coup de pied au monstre et le projeta sur le côté.
Les gars crièrent de surprise et regardèrent le loup voler à travers les airs. MC décocha la flèche et pensa, eh bien, ce ne sont que des animaux. Il se retourna et vit plusieurs autres créatures se préparant à attaquer. Il les attaqua rapidement, et Glenn s'écria. Il a vaincu les bêtes de la flamme azur, dont même n'arrivait pas à venir à bout. Si facilement, MC se retourna quand soudain un flash lumineux apparut près de lui. Le loup apparut derrière lui et relâcha son mana. Colin commença à l'attaquer et ajouta un coup de pied. Le corps du monstre tomba au sol, et une flèche fila devant le visage de MC pour percer une autre créature. DAC lui ordonna de rester vigilant. MC lui fit un signe de pouce en l'air et dit, c'est génial. DAC hocha la tête et dit, pas la peine. Glenn dit, ces deux-là sont incroyablement forts. Qui servent-ils? DAC dit, ils ne sont pas des subordonnés directs, mais servent le seigneur Darius. Il est DAC, un garde réserviste, et voici Colin, un serviteur de Baran. Ils sont arrivés en renfort sur les ordres du seigneur Cornel. Les yeux de Glenn s'écarquillèrent de surprise et il répéta, un garde réserviste et un serviteur de Baran. Le gars se retourna et demanda, à quoi pensait Cornel en envoyant ses subordonnés à cette vieille femme? Être sauvé par une escouade de garde est une honte à vie, redemanda DAC. Vieille femme? MC s'accroupit à ce moment-là et regarda le petit noyau. Il se dit, à en juger par son apparence, c'était de rang intermédiaire. Ça devrait suffire. Maintenant s'il préparait simplement la potion selon les instructions du grimoire, un cri retentit sur le côté. Tu n'es qu'un mineur, qui t'a donné la permission de toucher au monstre. Glenn ordonna de leur laisser le monstre. Pour le moment, la tâche du marquis est une priorité. Colin lui ordonna d'attendre et demanda si ce n'était pas trop impoli de traiter son sauveur de mineur. Marvin s'avança brusquement et lui ordonna de ne pas prendre la grosse tête. Il traita MC d'idiot, et la fille lui demanda de se calmer. MC pensa, Marvin. Il y a quelque temps, Darius se tenait près de la peinture et parlait. Glenn, Marvin, puis Sarah, et même Cornel. Colin se dit que ces trois-là étaient les chevaliers en qui le marquis Darius avait le plus confiance. Dans leur vie antérieure, ils sont morts au cours d'une enquête dans une forêt sombre et profonde, et cela a fait perdre son pouvoir au marquis, de penser qu'il a accidentellement obtenu une chance de changer ce destin. Maintenant qu'il le sait, il ne peut pas les laisser courir un tel danger. DAC s'excusa. C'est un débutant et il ne connaît pas bien les règles. Sarah ordonna aux chiens de la vieille sorcière de ne pas s'en mêler. DAC répéta, des chiens. Glenn demanda, c'est donc ce même débutant qui a dit à la dame qu'il deviendrait le prochain seigneur. N'est-ce pas? Il l'admet. Il est en effet très fort. Mais s'il ne se débarrasse pas de ses pensées indignes, il le regrettera. MC le regarda avec mécontentement, et Glenn dit qu'il lui était reconnaissant de les avoir sauvés. Mais ils ont une mission, alors qu'ils prennent congé. Soudain, la terre trembla, et ils s'écrièrent. Qu'est-ce ce que c'est? Des oiseaux commencèrent à s'envoler de la forêt, et des monstres apparurent sur la route. Sarah s'écria. C'est le roi Azur. Un monstre immense apparut devant eux et fonça pour attaquer. Tout le monde empoigna ses armes et se crispa. Glenn ferma les yeux, et lorsqu'il les rouvrit, il posa une question. Qui diable était-il? MC bloqua l'attaque du monstre et s'excusa. Il se retourna et dit avec un sourire en coin, mais il les avait encore sauvés. Il déclara, technique à l'épée, destructeur de montagne. Il se mit à attaquer le monstre et dit, il est coriace. La créature relâcha du mana vers l'avant, et Colin parvint à peine à tenir sur ses pieds en reculant. Il fronça les sourcils en se disant qu'avec son corps actuel, vaincre le monstre uniquement à l'épée ne serait pas facile. Il a brisé son épée, et Sarah demanda, ça va, le petit? Glenn dit que le roi Azur est un adversaire redoutable qui a tué de nombreuses élites de l'Empire. Les monstres encerclaient les combattants de tous côtés, et Marvin demanda, que doit-on faire maintenant? C'est déjà difficile pour eux de gérer des bêtes ordinaires, et voilà que le roi apparaît. Le MC lui dit de ne pas s'inquiéter pour ces bâtards. Ce ne sont que les marionnettes du roi. Tout le monde le regarda d'un air interrogateur, et Colin dit, les bêtes de la flamme azur ne font que suivre ses ordres. Elles n'ont aucune volonté propre. Autrement dit, s'il tue le roi, les autres s'enfuiront. Glenn demanda, est-ce qu'il suggère de combattre le roi? DAC dit, mais il n'y a aucun moyen de vaincre un ennemi que même l'élite de l'Empire n'a pas pu gérer. En plus, leurs épées sont déjà en piteux état. Le MC demanda, si on n'essaie pas, on ne saura jamais. Pas vrai? DAC dit, il est fou. Glenn dit, de toute façon, il faudra se battre si on veut survivre. Sarah dit, mais même ainsi, percer la meute pour atteindre le roi ne sera pas facile. Le MC dit, on n'a pas besoin de faire ça. Une opportunité va bientôt se présenter. Il se retourna et regarda le monstre qui libérait son mana. Marvin dit, quelle présence étouffante. Glenn dit que la meute avance. Il ordonna de se préparer à l'affrontement. Colin leur ordonna de se calmer et de les laisser approcher. Marvin cria avec mécontentement, sale petit morveux. Depuis quand est-ce qu'il donne des ordres? Glenn dit, ce n'est pas le moment de se disputer. Il suggéra que les prêtres suivent simplement ses instructions. Grogna Marvin de mécontentement. Le MC dit, Glenn, DAC vient avec moi. DAC redemanda. Moi? Demanda Colin. Tu veux être un grand frère dont ta petite sœur puisse être fière. Pas vrai? DAC baissa les yeux et murmura, Erika. Glenn cria, les ennemis sont déjà là. Le MC répondit, pas encore. Il leur ordonna d'attendre qu'ils s'approchent.
Pas encore, cria-t-il. Capitaine Glenn, il fallait les aveugler avec le bouclier sacré. Glenn utilisa sa technique d'épée et aveugla les loups, puis le MC ordonna à Marvin de repousser les ennemis avec une frappe fend le ciel. Il brandit son espadon et exécuta la technique. Colin ordonna à Sarah de dégager la voie avec la lame fantôme. Ils attaquèrent rapidement les monstres, et Glenn se dit, son bouclier, la rapière de Sarah, l'espadon de Marvin, il connaît si bien des types d'armes complètement différents. Le MC ordonna à DAC d'attaquer. Sarah se retourna et ordonna aux jeunes de ne pas ralentir. DAC se demandait de quoi il avait bien pu parler tout ce temps. Ils foncèrent vers l'avant, et DAC lui demanda ce qu'il préparait. Le MC répondit que le roi Azur avait l'habitude d'inspirer la terreur. Donc, si l'ennemi l'attaquait sans hésitation, cela suffirait déjà à le déstabiliser. C'est la même chose pour les humains. DAC demanda, de quoi parle-t-il? D'accord. Laisse tomber. Mais l'essentiel est que, même s'ils s'approchaient, ils ne pourraient pas le vaincre avec leurs épées. Le MC demanda, il y a d'autres moyens d'attaquer que l'escrime. Pas vrai? DAC ne revenait pas. Pourvu qu'ils ne disent pas ça. Il pensait, de la magie? Le MC libéra son mana et pensa, circuits magiques exposés, activation du pouvoir magique interne, vérification du niveau de pouvoir magique, restauré au maximum. Il est prêt à utiliser le lotus de glace. Il relâcha du mana vers l'avant et cria, lotus de glace. DAC pensa, c'est impossible. Il utilise vraiment la magie. Colin fixa le loup et lui demanda, alors, tu veux toujours continuer? Il recula d'un bond, et DAC se précipita pour attaquer. Il cria, bien joué, DAC. C'est fini, sale kleps. Le MC créa un chevalier à partir de mana, et le loup relâcha du mana de sa gueule. Colin attaqua rapidement la créature, qui ouvrit grand la gueule. DAC se retourna et pensa, c'est impossible. Il possède vraiment de la magie. Glenn demanda, est-ce que vous allez bien tous les deux? Grâce au fait qu'il ait vaincu le roi, les bêtes de la flamme azur se dispersèrent. Marvin demanda, mais comment avez-vous pu, à vous deux, venir à bout d'un monstre aussi colossal? Le MC répondit, le plan a simplement fonctionné. Il ne sait pas ce qu'il aurait fait sans son aide. Sarah marcha sur les éclats et se demanda, se pourrait-il que ce soit vraiment lui? Marvin rit et dit qu'en le regardant, il se rappelait le chef dans sa jeunesse. DAC répéta, le chef? Marvin répondit qu'il voulait parler du seigneur Darius. Sarah expliqua qu'il était autrefois membre de l'ordre des chevaliers cœur de lion, commandé par le seigneur Darius. Tu ne savais même pas ça. Le chien de la vieille sorcière? DAC pensa, ça fait un moment qu'elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Il hurla à plein poumon. Maintenant, il était en colère. Qu'est-ce ce qu'elle a dit à propos du chien de la vieille sorcière? Il lui ordonna d'écouter. Son nom est DAC. Que tu t'en souviennes bien, vieille femme, chuchota Marvin. Il ne sait pas pourquoi, mais Sarah appelle la comtesse la vieille sorcière. DAC redemanda. Quoi? Traiter la dame de vieille? Sarah hurla. En quoi ressemble-t-elle à une vieille femme? Peu importe comment on la regarde, c'est une fille jeune et vigoureuse, dans la fleur de l'âge. DAC s'écria, pour être honnête, elle a déjà pris de l'âge, n'est-ce pas? Dire qu'elle est dans la fleur de l'âge, à son époque, c'est un peu pathétique. Sarah l'agrippa et hurla. Quoi t'ai-il dit? MC les regarda attentivement et se remémora son équipe du passé. Il y eut un cliquetis de sabots et Fried apparut devant eux. Il demanda, c'est quoi tout ce vacarme? Marvin demanda, jeune maître Fried? Sarah posa une question. Pourquoi est-il ici? MC fronça les sourcils et dit, Fried. DAC le regarda avec effroi, puis tout le monde s'agenouilla et implora le pardon du jeune maître Fried. Fried dit qu'il avait entendu le bruit et s'était précipité depuis le campement. Il fronça les sourcils, regarda sur le côté et demanda, sont-ce les bêtes de flamme azur? Que s'est-il passé ici? Glenn répondit qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt sombre pour enquêter lorsqu'ils ont été attaqués par une meute de bêtes de flamme azur. Il regarda MC et DAC et dit que si ces deux-là n'étaient pas venus à leur secours, ils seraient déjà dans leurs estomacs. Fried regarda MC d'un air interrogateur et se demanda ce qu'il faisait ici. Glenn affirma qu'il était vraiment très prometteur. Ils aimeraient retourner au camp pour faire part de leur mérite au chef de famille. Fried pensa, prometteur? Mérite? Il osait vraiment viser la place du seigneur. Si son père la prend, il pourrait se retrouver désavantagé dans la lutte pour l'héritage. Il écarquilla les yeux, regarda DAC effrayé et pensa, je vois. Il s'approcha de lui à cheval et dit, eh bien, mon cher DAC, moi qui me demandais où il avait disparu. Et il s'avère qu'il traîne avec un tel individu. Mais il est interdit à un serviteur de basse classe de se trouver sur les terrains de chasse. C'est une violation flagrante des règles. Le sachant, il s'est quand même faufilé ici avec lui juste pour avoir sa part. C'est un sacré travailleur. DAC leva les yeux avec effroi, et Fried dit avec mécontentement. Si sa précieuse sœur Erika découvrait qu'il avait déjà oublié cette leçon. MC l'interrompit et dit, tout vaut mieux que d'être un petit chiot gâté qui ne peut rien faire sans sa mère. On se retrouve. Minable. Sarah sourit en coin et dit, il l'a traité de minable. Glenn hurla. Sarah, hurla Fried. Qu'est-ce ce qu'elle vient de dire? MC dit, ces gens s'inclinent devant lui, non pas parce qu'il vaut quelque chose, mais parce que sa mère est une comtesse. Que c'est pratique de faire l'important juste grâce à ses parents. Fried hurla. Il pourrait tuer quelqu'un comme lui en un instant. MC dit qu'il avait tout à fait raison.
Mais s'il veut vraiment le tuer, il devra d'abord demander la permission à sa maman. Maman, ce serviteur l'offense. Peut-il le tuer? Qu'il le demande de cette façon. Fried montra les dents et ordonna de l'arrêter. Des chaînes foncèrent vers MC, et les hommes ligotèrent son corps avec. Glenn et Sarah hurlèrent, les lames de l'Empire. Sarah dit, ce sont un groupe d'assassins et d'espions professionnels au service de la famille Williams. Leur cruauté et leur habileté écrasante sont telles que même les nobles tremblent à leur simple évocation. Elle trouvait incroyable qu'elle confie la protection de son propre fils à de telles personnes. Glenn hurla. Vous ne pouvez pas, jeune maître. Ils ont été envoyés ici par Cornell pour aider à l'enquête. Fried se retourna et demanda, est-ce qu'il s'oppose à lui aussi? Glenn répondit, non. C'est simple. MC se tourna vers le capitaine Glenn et lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Il lui dit d'aller faire son rapport sur les résultats de l'enquête au chef de famille. Sarah dit, ce type essaie de leur donner une chance de s'échapper. Ils ne peuvent prendre parti ni pour le garçon ni pour le jeune maître. Il vaut mieux pour eux de simplement se retirer discrètement. Glenn recula brusquement, puis s'inclina et demanda pardon. Fried sourit d'un air narquois et demanda, comprend-il maintenant à quel point il est impuissant? Sa vie est dans le creux de sa main maintenant. Colin dit que s'il avait l'intention de le tuer, il n'y avait aucune raison d'attendre. Fried fit un sourire narquois et dit qu'il avait une excellente idée. Il sortit son épée et dit, DAC, chaque action a des conséquences. Il allait lui donner une chance de se racheter. Qu'il ramasse cette épée. Et maintenant, il devait tuer cet esclave. DAC demanda à nouveau. Quoi? Fried dit que s'il le faisait, il fermerait les yeux sur tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Vie passée, un mois après le début de l'invasion démoniaque. Les orques attrapèrent MC et le jetèrent en avant. Le monstre lui lança une épée et demanda, eh bien, que choisirait-il? Peut-être qu'il pourrait laisser ses gens s'en aller. S'il tuait ce camarade de ses propres mains. Colin regarda DAC qui était retenu par les monstres. Le chef demanda, eh bien, que va-t-il choisir? MC prit l'épée dans ses mains et le traîna avec lui. DAC dit que le jour où on lui avait annoncé la mort du vieil homme tombait exactement le jour de l'anniversaire d'Erika. Peu après, sa mère mourut également d'une maladie. Sa sœur et lui sont devenus des esclaves, mais ils ont eu de la chance. Ils ont été recueillis par le seigneur Darius. Sur ordre de la maîtresse, Erika a été envoyée au domaine de la famille Williams, mais les démons n'ont pas encore atteint cet endroit, alors il est sûr qu'elle est en sécurité. Il se mit à pleurer et demanda à MC de prendre soin d'Erika pour lui. Elle a toujours été difficile avec la nourriture, mais tu ne devrais pas trop la gâter. D'accord? Et il veut qu'il lui dise quelque chose. DAC pleura de plus en plus et lui demanda de lui dire que son grand frère était devenu un véritable chevalier. Colin demanda à DAC de lui pardonner. Dans le présent, DAC se tenait devant lui avec une épée, et les hommes retenaient MC. DAC tenait l'épée de ses mains tremblantes et fronça les sourcils. Fried s'écria, DAC, pourquoi hésite-t-il? DAC se retourna et hurla. Sans lui, ils seraient déjà tous morts. Ils n'arrivent pas à se résoudre à tuer leur sauveur. Fried eut un sourire narquois et dit qu'il se demandait ce que Erika penserait si elle découvrait que son frère adoré l'avait abandonné pour un parfait inconnu. DAC se retourna et hurla, non. Jamais il ne ferait ça. Fried reprit d'un ton pensif. En fait, le majordome de la famille Williams lui avait parlé d'Erika l'autre jour. À son avis, qu'aurait-elle fait en apprenant que le chevalier avait besoin d'une épée de qualité? Libre à lui de le croire ou non, mais elle s'est privée de nourriture pour lui payer une épée. Et on raconte que la semaine dernière, elle s'est effondrée d'épuisement. Eh bien, si après tout ça, il compte toujours l'abandonner, alors il n'a plus aucune raison de se soucier d'elle. DAC tomba à genoux et hurla, jeune maître. Il le supplia de sauver sa sœur. Fried se retourna et dit, dans ce cas, il doit le tuer. MC éclata de rire et répéta, le tuer? Il rit de plus belle, et Fried demanda, qu'est-ce ce qui est si drôle? Colin répondit, même un chien errant sur le bord de la route peut aboyer, mais un lâche pire qu'un chien ne pourra jamais le tuer. Pourquoi ne pas simplement les laisser se battre à mort? Ce sera au moins plus intéressant que de le regarder rester là à pleurer. N'est-ce pas? Il fronça les sourcils et pensa, à quoi joue ce type? Il a compris. Il fait le fier. Mais en réalité, il est terrifié par les lames de l'Empire. Pas vrai? Fried hurla. C'est intéressant. Il a proposé de le regarder se battre. Les hommes lâchèrent MC, et il prit l'épée. DAC pensa, Colin, est-ce qu'il est sérieux? Fried dit, DAC, sa précieuse petite sœur. Il lui a ordonné de ne pas la faire pleurer. Est-ce qu'il a bien compris? Colin se rua à l'attaque et repoussa DAC. DAC pensa, quelle vitesse! MC abattit son épée, mais DAC dégaina rapidement la sienne et bloqua le coup. Il demanda pourquoi. MC demanda à DAC de lui pardonner. Il n'a pas non plus envie de mourir. DAC hurla, il. Colin annonça 3 mouvements. Il mettra fin au combat en 3 mouvements. DAC pensa, ce type. Il hurla qu'il n'avait même pas besoin de 3 mouvements. Il l'achèvera en 3 secondes. Les hommes échangèrent des regards et Fried s'interrogea. Ils se ruèrent à l'attaque en brandissant leurs épées. MC lui murmura de ne pas abandonner ses camarades. DAC écarquilla les yeux de surprise et se souvint des mots du mage, tu ne peux pas abandonner tes camarades. Il baissa la tête et s'arrêta, et les combattants le regardèrent d'un air interrogateur. Colin libéra son mana et attaqua tous ceux qui l'entouraient. Fried poussa un cri. Que se passe-t-il?
Il leva les yeux et vit MC foncer droit sur lui. Colin poussa un hurlement, et Fried se couvrit de mana, parvenant à bloquer l'attaque. MC eut un sourire narquois et dit, alors il est aussi capable de faire quelque chose. Fried lui ordonna de ne pas le sous-estimer. Il repoussa Colin avec son mana et ordonna à tout le monde de reculer. Il libéra encore plus de magie et hurla. Il l'achèvera lui-même. Colin fronça les sourcils, et Fried hurla de toutes ses forces sous la tension. Un sceau apparut dans le ciel, et DAC pensa, ça alors. MC pensa, puissance magique détectée. Ça devient problématique. Fried, sa réserve de mana est de 50 points, et son niveau de magie est moyen. MC regarda la fenêtre du système affichant ses statistiques et pensa, moyen alors. Selon le grimoire, à chaque fois qu'il monte de niveau, la puissance magique et le mana requis semblent doubler. Il ne peut pas résister à ça? Demanda Colin. Il ne le saura pas s'il n'essaie pas. Pas vrai? Fried hurla. Il va lui montrer la différence de puissance entre eux. Un éclair fonça vers MC, mais il parvint à dresser une barrière. Fried se couvrit le visage de la main et pensa, c'était de la magie à l'instant, ou bien il a rêvé. Des cristaux volèrent vers lui, et il hurla, que se passe-t-il? Il pensa, pourquoi est-ce qu'il vole dans un endroit pareil? MC demanda, c'est tout ce dont il est capable? Minable. Le type hurla, est-il en vie? C'est incroyable. DAC détourna le regard, surpris, et Fried se demanda, a-t-il vraiment utilisé de la magie? Non. Il y a forcément un stratagème derrière tout ça. Il hurla, un simple esclave capable d'utiliser la magie. C'est impossible. Colin hurla, il ne le laissera jamais le vaincre. Le système signala qu'il ne pouvait pas utiliser de magie car son mana était épuisé. Il planta son épée dans le sol et pensa, quel cauchemar. Son corps fut recouvert par le mana de l'ennemi, et il hurla ceci. Fried continua de libérer son mana et de hurler à plein poumon. Le corps de MC était couvert de blessures, et il pensa, est-ce qu'il va mourir? Alors qu'il avait enfin eu la chance de vivre une nouvelle vie. Attention, utilisez la magie lorsque vous manquez de mana peut la rendre incontrôlable. Colin hurla, pas dans un endroit pareil. Il ne mourra pas. Son corps changea, et la fenêtre du système indiqua que les statistiques de Colin étaient inconnues. Il pensa, qu'est-ce que c'est que ça? Il se prit la tête à deux mains et demanda, que se passe-t-il? On dirait que ça ne va pas durer longtemps. Alors, ils en finiront rapidement. Fried le regarda avec surprise et pensa, est-ce de la magie? Non. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle magie. Qu'est ce qui se passe? Le MC bondit et balança son épée. Il atterrit et planta l'épée dans le sol. Fried se figea. Soudain, il vit Colin à côté de lui, le MC fronça les sourcils et brandit son épée. Fried hurla au cauchemar. Colin l'attaqua prestement et l'envoya balader. Fried hurla. C'est cruel. Il pensa, ce type, il a l'air d'avoir déjà atteint ses limites. Il serra le poing et libéra encore plus de mana. Le MC bloqua le coup et avança. Il hurla. C'est la fin. Fried hurla au cauchemar. Le MC se précipita vers lui, et Fried se crispa encore plus en fermant les yeux. Un seau lumineux apparut devant lui, repoussant Colin. Les gars se retournèrent et virent Darius qui dit, ça suffit. C'est un terrain de chasse, pas une arène. S'ils ont tellement envie de se battre, qu'ils le fassent de retour à la maison. Fried pensa, père. Le MC pensa, Marquis Darius. Colin dit, enfin. Darius le regarda et pensa ceci. Le MC s'effondra au sol et dit qu'il allait faire une sieste. Quelques jours plus tard, le MC se réveilla et demanda où il était. Il se souvint de son combat contre Fried et bondit hors du lit, effrayé. Il regarda ses mains et pensa qu'il était redevenu normal. Une voix retentit sur le côté. S'est-il enfin réveillé? Le MC regarda sur le côté et vit DAC, ce qui le fit hurler de peur. DAC? DAC dit, bonjour. Après ce combat, il s'est soudainement évanoui. Le capitaine Glenn l'a porté jusqu'ici. C'est comme ça que tout s'est passé. Colin pensa, c'en est trop. Il se leva et dit que son corps avait presque récupéré. Il doit aller remercier Sarah et les autres, et par la même occasion, il va grignoter quelque chose. D'accord. Et grâce à lui aussi, pensa DAC. Il sait donc comment remercier. Un moment plus tard, ils sortirent et les gens regardèrent le MC d'un air perplexe en disant, c'est ce type. Colin demanda. Qu'est ce qu'il y a? La servante demanda. Ils ont aussi entendu des rumeurs, pas vrai, à propos de cet homme et du seigneur Fried. Le MC demanda, quoi, à propos de lui et de Fried? Les filles hurlèrent de peur et s'enfuirent en courant, et DAC dit, quelle réaction? On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Le MC répéta, pensif, un fantôme. Il a compris. C'est parce que son visage est pâle, tout comme celui d'un fantôme. DAC hurla, et à qui la faute, à son avis? Colin répondit qu'il n'avait jamais demandé de s'asseoir à côté de lui pour prendre soin de lui. DAC hurla, lui. Une voix se fit entendre derrière eux. Qui est-ce qu'il voit? Laius dit, serait-ce vraiment notre sage et grand futur seigneur? Les gars se retournèrent et lui ordonnèrent de reculer, ce qui poussa Laius à s'excuser. Il réalisa ce qui s'était passé et hurla. Non. Aujourd'hui, il est venu payer sa dette de ce jour-là. La dernière fois, il a été imprudent, et il a été pris au dépourvu. Mais cette fois, tout sera différent. Garde. Le MC le regarda en silence. Après quoi, Laius hurla, pourquoi restez-vous planté là? Quand ils claquent des doigts, ils doivent attaquer. Ont-ils oublié un signal aussi simple?
Le gars demanda, chef adjoint. Il est au courant de son duel avec le jeune maître. Pas vrai? Ce type, c'est un monstre. Chercher la bagarre avec lui n'est pas la meilleure décision. Le MC les regarda avec mécontentement, et DAC sourit. Laïus pensa, ce sont des lâches inutiles. Mais s'il recule ici, il perdra complètement sa position. Il vit DAC et en ricanant pensa, même s'il ne peut pas s'occuper de ce morveux, il peut s'occuper de ce type. Il attrapa DAC et hurla, comment ose-t-il trahir le seigneur Fried, espèce d'idiot ingrat. À la place du seigneur Fried, c'est lui qui le punira. Il serra le poing et visa le visage de DAC, mais DAC bloqua rapidement son attaque. Laïus hurla. Quoi? DAC dit qu'il n'avait pas le droit de le punir. Il le repoussa, et le gars demanda, chef adjoint, ça va? Laïus pensa, ce sale gosse, il a osé s'opposer à lui. À ce moment-là, le cri de Glenn se fit entendre. C'est quoi tout ce bruit de si bon matin? À cause de. On ne peut même pas manger en paix. Laïus dit, ça. Il sourit narquoisement et pensa, ils n'ont pas de chance, ces gamins. Maintenant que les chevaliers d'élite les ont remarqués, ils sont finis. Il s'agenouilla et dit, cher chevalier d'élite. Glenn demanda, que s'est-il passé? Laïus demanda à faire un rapport. En fait, il apprenait juste les bonnes manières à ces stupides esclaves. Le MC fit un signe de la main, et Laïus cria, espèce d'idiot insolent. Comprend-il au moins qui sont ces gens? Marvin le repoussa et s'avança joyeusement vers MC. Il s'écria qu'il avait parié qu'il se réveillerait aujourd'hui. Lia pensa, quoi? Marvin cria qu'il avait gagné le pari. C'est elle qui régale pour les verts. Sarah déclara qu'il avait probablement comploté avec DAC à l'avance. Lia les regarda avec effroi et pensa, est-il endormi? Il s'écria. Les serviteurs de Baran ne sont pas autorisés à communiquer d'aussi près avec eux trois. C'est contre le règlement. Sarah posa sa main dans son dos et dit qu'il se fichait des règles inventées par cette vieille sorcière. Qu'il la ferme s'il ne veut pas perdre son autre œil. Lia se figea, et Glenn dit à tout le monde d'y aller. MC eut un sourire en coin et demanda à Lia de lui pardonner. Il avait encore gagné. Un peu plus tard, il buvait un verre, et Colin dit qu'il comptait venir les remercier de l'avoir sauvé. Mais au final, ce sont eux qui l'ont aidé. Sarah fit un clin d'œil et répondit qu'en fait, c'était encore mieux comme ça. De toute façon, elle n'avait jamais aimé cet intendant adjoint. Glenn ajouta qu'après tout, ils étaient leurs bienfaiteurs. DAC lui demanda si elle aussi avait des comptes à régler avec cet adjoint, Sarah. Elle lui ordonna d'un ton grincheux de ne pas chercher à le savoir. Ça ferait perdre toute sa saveur à la boisson. DAC s'excusa. Glenn s'éclaircit la gorge et dit qu'en réalité, il voulait leur parler de quelque chose à tous les deux. Maintenant qu'il ne reste plus que 3 parmi les chevaliers d'élite, ils aimeraient leur proposer de les rejoindre. DAC poussa un petit cri de surprise. Chez les chevaliers d'élite? Glenn précisa que bien sûr, s'ils devenaient chevaliers d'élite, ils seraient traités comme des serviteurs de haut rang. MC s'excusa, affirmant qu'il n'était pas intéressé à l'idée de devenir chevalier d'élite. Il lui fit un clin d'œil et déclara qu'il nourrissait de bien plus grandes ambitions. Tout le monde l'observa attentivement, et Marvin lui ordonna d'abandonner l'idée de devenir le maître du Rhin. Inutile d'être arrogant sous prétexte d'avoir eu la chance de battre le jeune maître avec une mystérieuse technique à l'épée. De plus, le jeune maître n'était pas son seul rival. Sarah s'interrogea, une mystérieuse technique à l'épée? Peu importe comment on analysait la chose, c'était de la magie. Si son instinct était bon, il s'était servi de la magie pour vaincre le roi Azur. Pas vrai? Marvin redemanda. De la magie? Ou un ancien esclave aurait-il pu apprendre une chose pareille? Glenn demanda, Colin, vas-tu t'expliquer? MC fronça les sourcils et pensa, alors ils l'ont remarqué. Heureusement qu'il avait préparé une excuse à l'avance. DAC l'observa attentivement, et Sarah affirma que c'était bien la vérité. Il se demanda, avait-il vraiment découvert quelque chose? Sarah le pointa du doigt et s'écria. C'est un ancien noble. Elle lui attrapa la main et dit qu'elle avait tout de suite compris. Il est l'enfant illégitime d'un noble, persécuté et réduit en esclavage à cause d'un complot, et son véritable but en venant au domaine du marquis est d'acquérir du pouvoir pour reprendre tout ce qu'on lui a volé. DAC pensa, un ancien noble persécuté? Où sont-ils allés chercher ça? MC éclata de rire et dit qu'il n'en revenait pas qu'il les perçait à jour. Sarah poussa un cri de joie. Elle le savait. Glenn déclara que les nobles de l'Empire étaient vraiment les pires. Colin fondit en larmes et dit qu'à l'origine, il était un noble de la cité des îles, mais qu'à cause d'un complot, il avait été banni de sa famille et avait dû devenir esclave pour survivre. Mais il ne se laissera pas abattre. Un jour, il fera payer leurs crimes aux nobles qui l'ont piégé. Syrah fondit en larmes et dit que c'était un pauvre garçon. DAC les regarda avec perplexité et pensa, d'accord. Ça passe avec ces deux-là, mais le capitaine Glenn ne gobera certainement jamais un tel mensonge. Glenn dit qu'il comprenait sa situation. Tant qu'il ne causera pas des nuits à la marquise, il gardera cela secret. DAC écarquilla les yeux de surprise et demanda s'il y croyait vraiment. Glenn ajouta qu'il ferait bien de ne pas utiliser la magie devant Lady Katrina ou le jeune maître. MC répondit qu'il avait compris. Glenn ajouta, au fait, le marquis a dit qu'il voulait le voir à son réveil. Colin répondit, d'accord. Un moment plus tard, les gars marchaient dans la rue, et Glenn les suivait du regard. Il déclara, la cité des îles, donc. DAC croisa les mains derrière la tête et dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'un mensonge aussi gros ait pu fonctionner. Mais tout de même,
Pourquoi a-t-il décidé d'utiliser l'histoire d'un ancien noble des îles? Colin répondit que c'était simple. Il est un endroit où le bien et le mal se mélangent. De plus, c'est loin du territoire du Rhin, ce sera donc difficile pour eux d'enquêter. Toute cette histoire d'origine noble est très pratique pour semer la confusion dans les esprits. DAC demanda à nouveau. La confusion? D'ailleurs, il avait l'intention de lui demander depuis longtemps. Connaît-il le corbeau à 3 pattes? Il tendit la main et lui demanda de ne pas dire que c'était juste un autre tour pour embrouiller les gens. Quelque temps auparavant, MC avait demandé à DAC de lui pardonner et s'était précipité en avant, tranchant la tête du monstre. Il a ajouté qu'un message aussi maladroit pour sa sœur, il pourrait le lui transmettre en personne. Les monstres poussèrent un hurlement féroce, et le chef de la meute se mit à rire en libérant son mana vers l'avant. Il demanda, pensait-il vraiment que quelqu'un de sa trempe pourrait le tuer? Dax répondit que ce serait un problème s'il oubliait qu'il était là, lui aussi. Le monstre lui hurla dessus. Dax et MC l'attaquèrent, après quoi un grand cri retentit. Dax se mit à hurler. Avait-il osé traiter ces dernières paroles de maladroite? Le protagoniste cria qu'à l'origine, elles étaient de toute façon bien trop longues à retenir. DAC était furieux car s'il ne l'avait pas dénoncé, il serait mort depuis longtemps. Colin se mit à crier, ne devrait-il pas plutôt commencer par le remercier de ne pas l'avoir achevé? DAC demanda encore une fois. Et si l'otage avait été tué à cause de son action complètement folle? Colin rétorqua en criant que même s'il l'avait abattu, il ne les aurait de toute façon pas laissés partir si facilement. Alors selon DAC, il aurait pu lui faire un signe avant, et le protagoniste redemanda. Aurait-il dû hurler à plein poumon qu'il s'apprêtait à lancer une attaque surprise? Il a crié que la prochaine fois, il devrait s'en charger, et Colin a redemandé. Voulait-il dire qu'il se laisserait capturer de nouveau? Les gens ordinaires regardaient leur combat et s'interrogeaient avec perplexité. Ils ignoraient les monstres et se battaient entre eux, et Colin a hurlé qu'il pleurait juste en lisant des choses sur Erika. DAC lui a dit d'exagérer, puis lui a montré quelque chose sur sa main. C'était le signe du corbeau à 3 pattes. C'était un moyen de survie que lui avait enseigné un homme nommé Rowan lorsqu'il était à l'association des esclaves. Un camarade l'aiderait à coup sûr après avoir vu ce signe. Colin a essayé d'imiter le signe sur sa main et de le mémoriser, après quoi il a déclaré qu'il prévoyait déjà de se faire capturer à nouveau. DAC lui a hurlé de la fermer. Espèce d'idiot têtu. Colin a expliqué qu'il l'avait appris de quelqu'un, mais que cette personne était déjà morte. C'était son stupide et têtu meilleur ami. DAC fut surpris. Une connaissance de son époque d'esclave? Il y avait un gars comme ça dans l'association? Un instant plus tard, ils frappèrent à la porte et entrèrent dans la pièce de la famille, demandant s'ils les avaient appelés. Darius s'est tourné vers Colin et lui a demandé comment il se sentait. Il a répondu qu'il était complètement rétabli. Il n'avait pas vu DAC depuis un moment, alors il a aussi salué le chef de famille. Darius a expliqué qu'il les avait appelés tous les deux pour la même raison. Il devait leur parler de l'incident survenu sur le terrain de chasse, et ils réalisèrent qu'y aller sans permission était finalement une mauvaise idée. Ils connaissaient Glenn et ses hommes depuis longtemps, et ils avaient survécu à d'innombrables dangers mortels ensemble. Et finalement, ils en étaient arrivés là, et ils ne pouvaient même pas imaginer les perdre. Darius les a donc remerciés d'avoir sauvé ces 3 personnes. DAC s'est incliné et a dit que s'il avait remarqué l'anomalie un peu plus tôt, ils auraient pu sauver plus de gens. Le chef a répondu qu'il n'avait rien fait de mal et que c'était son entière responsabilité pour n'avoir pas su prévoir l'attaque des monstres. Ils avaient déjà reçu des offres de Glenn pour rejoindre l'élite des chevaliers. N'est-ce pas? Il aimerait également entendre leur réponse. Colin s'est excusé et a dit qu'il devait refuser, ce qui a surpris Darius. Il a demandé à nouveau à DAC s'il voulait devenir l'un de ses chevaliers d'élite. Il s'est exclamé et a commencé à agiter les bras avec incrédulité, puis a dit, comment un mage comme lui qui n'avait même pas pu devenir un membre officiel de la garde le pourrait-il? Pourrait-il vraiment rejoindre les chevaliers d'élite? Peut-être devrait-il déléguer cela à quelqu'un de plus compétent? Colin a souligné que le chef de famille demandait ce qu'il voulait, ce qui a fait froncer les sourcils de DAC, qui a hésité avant de crier soudainement qu'il voulait devenir un chevalier d'élite. Darius s'est tourné et a dit à Colin que s'il avait d'autres requêtes, il devrait en faire part. Il a répondu, dans ce cas, pour la petite sœur de DAC, qu'il lui permette de transférer Erika, la servante de la famille Williams, à la famille Hall. DAC s'est écrié, quoi? Il ne comprenait pas ce qu'il se passait, et Colin a confirmé que Erika et DAC avaient toujours été ensemble avant d'être transférés dans la famille Hall. Et comme elle est en mauvaise santé, il est sûr que DAC veut aussi être avec elle. Le chef de famille a demandé si c'était là son souhait. Colin a répondu que lui et DAC étaient des frères d'armes qui s'étaient battus dos à dos et de proches amis, et qu'il ne pouvait pas simplement l'ignorer quand il avait des problèmes. DAC fut très surpris par ces paroles, et Colin l'a supplié de bien vouloir lui rendre sa sœur. Il a répondu que cela signifiait qu'il était un camarade et un ami proche puisque la famille Williams était impliquée. Cela ne prendrait qu'un peu de temps, et DAC pourrait y aller. DAC a remercié mentalement Colin pour ça et a quitté le bureau. Quand le protagoniste s'est retrouvé face au chef de famille, Darius s'est retourné et a demandé s'il se souvenait du jour où il avait défié Slade dans l'arène. Même alors, il était sûr qu'il n'était pas un esclave ordinaire. Lorsqu'il a encaissé une attaque magique et gagné sans une égratignure, même lui a été surpris. Mais ce qui l'a le plus frappé, c'est ce qu'il a montré quelques jours plus tôt dans son combat contre Fried.
Ce pouvoir, si le noble persécuté de la ville voulait simplement retourner à son ancienne vie, il y aurait de nombreuses façons de le faire. Mais à ce moment-là, Colin prit la parole. Le marquis Darius a montré les fragments magiques dans sa main et a dit qu'il n'était pas un si grand homme. Il n'était que quelqu'un qui pouvait utiliser un peu de magie, une personne ordinaire. De son point de vue, en tant que grand maître de haut niveau, il devait être insignifiant. Pas vrai? Darius a redemandé, une personne ordinaire qui utilise la magie. C'était tout simplement difficile à croire. Alors, qui est-il vraiment? Colin a placé sa main sur sa poitrine et a déclaré qu'il était le plus grand souverain, qui aimait son peuple et en était aimé. Il a dégainé son épée et a poursuivi en disant qu'il respectait le véritable talent, pas la lignée. Il était honoré d'être reconnu par quelqu'un comme lui. Son idéal était d'incarner cet idéal et de surpasser bientôt les lignées de ce monde. Et un jour, il deviendrait aussi grand que lui, et en fin de compte, il voulait le surpasser. Il lui avait sauvé la vie 2 fois, alors d'abord, il allait prouver sa force et sa valeur lors de l'épreuve de sélection. Il déciderait comment utiliser l'épée qu'il est après avoir vu les résultats de l'épreuve. À cet instant, Darius s'est mis à crier et à rire aux éclats, s'exclamant que c'était curieux. Alors ils verront de quoi il est capable, et il peut disposer. Colin a dit qu'il demandait pardon, et Darius a demandé la permission de poser une dernière question. Que penses-tu de Rowan? Le protagoniste s'est retourné et a demandé, quoi? Darius lui a dit d'oublier ça, car il pouvait y aller. Quand il est sorti, Darius l'a regardé et s'est demandé, qu'as-tu pensé de ça, Cornell? Cornell a répondu que s'il n'était vraiment qu'un homme ordinaire, alors on pourrait le qualifier de génie incroyable. À en juger par sa réaction, il ne savait pas, ce qui signifiait qu'au moins il n'était pas un noble de la ville. Il avait peut-être des arrière-pensées. Il devait absolument rester vigilant. Après tout, il y avait un précédent. Darius y a réfléchi après cela et a regardé la photo de Katrina. Quand Cornell a sorti la lettre de sa poche, il a signalé qu'un message d'un être spirituel venait d'arriver, et Darius a redemandé, cela fait-il si longtemps? Il s'est demandé quelles informations ils avaient reçues cette fois-ci. La nuit était tombée quelque temps plus tard, et le protagoniste rassembla des pièces d'or, des matériaux et des médicaments, réalisant que grâce au marquis qui lui avait laissé le butin, il avait pu l'échanger contre une grande quantité de provisions. Avec de telles capacités, il pourrait progresser de manière significative. Et pourtant, qui était exactement Rohan? Il n'avait entendu son nom qu'une seule fois dans sa vie passée, mais ne savait rien d'autre sur lui. Et la façon dont le marquis avait posé des questions sur lui plutôt semblait si naturelle, mais cela n'avait pas d'importance. La prochaine fois, il essaierait d'en demander plus à DAC à ce sujet. Et pour le moment, le plus important était de gagner en force avant la sélection. Il a ajouté la capsule à la potion et a commencé à remuer, puis l'a bu. Une seconde plus tard, il a crié pour que le grimoire s'ouvre. De nombreux documents sont apparus autour de lui. Il a continué à boire la potion et les a jetés dans des flacons vides. Après cela, il a hurlé de l'absorber, et des faisceaux de lumière brillants sont apparus autour de lui, lui transperçant la poitrine. Il s'est agrippé l'estomac de douleur, et le système a signalé que l'absorption était terminée, augmentant sa puissance magique d'1 point. Il a souri en regardant ses mains et a réalisé que mélanger le noyau de la bête des flammes azur avec l'empereur de jade augmenterait sa puissance magique. C'était écrit dans le grimoire, mais même les médicaments de la meilleure qualité ne l'augmentent que de 3 points. Certains, selon le type, n'augmentent même pas d'1 point. Cependant, si le papier vient à manquer, cela pourrait dégénérer de manière incontrôlable comme la dernière fois. Et jusqu'à ce qu'il comprenne comment la force affecte la résistance magique, il n'a d'autre choix que d'augmenter sa puissance magique. Et pourtant, c'est vraiment infect. En buvant la potion, il réalisa que s'il les buvait une par une, le soleil se coucherait avant qu'il n'ait fini. Et plus probablement, son estomac lâcherait avant qu'il n'ait tout terminé. N'y a-t-il pas un moyen plus simple de faire ça? Soudain, il remarqua une fenêtre système l'informant qu'un puissant noyau de monstre avait été détecté et qu'il pouvait créer un outil magique en utilisant le noyau du roi azur comme matériau. Il fut surpris de voir un outil magique et comprit que transformer le noyau en un objet tranchant semblait plutôt intéressant. Il appuya sur le bouton et une multitude de bénédictions s'éparpillèrent autour de lui. Il se concentra, ferma les yeux, et comprit qu'en suivant les instructions du grimoire, il insufflait de la magie dans le noyau du monstre. Il imagina la forme de l'outil magique dans sa tête. Laquelle serait la meilleure? À cet instant, il s'écria, d'accord. Il avait pris sa décision. Une boule magique brilla dans sa main, et il cria, création. Soudain, le monstre apparut au-dessus de lui commença à s'étendre, et la lumière aveuglante de la fenêtre illumina toute la zone. Les faisceaux de lumière autour de Colin s'arrêtèrent, et le système signala que la création de l'outil magique était terminée. Il regarda sa main avec surprise et réalisa que c'était un bracelet azur. L'effet de la bénédiction du roi des loups augmentait la puissance magique de 1. Son effet spécial était l'instinct sauvage. Il se demanda si c'était vraiment un outil magique. La bénédiction du roi des loups augmentait la puissance magique de 1, peut-être. Mais avant même qu'il ne puisse s'attarder sur cette pensée, le système annonça que sa puissance magique avait augmenté de 2 points. Il le savait, même si le remède était de mauvaise qualité et ne pouvait l'augmenter que d'1 point. Avec ce bracelet, il pouvait l'augmenter de 2 points sans se donner la peine de l'absorber. Il serra le poing et réalisa que les outils magiques étaient très pratiques.
Mais quel était l'effet de la deuxième propriété? L'instinct sauvage. Soudain, il entendit des bruits étranges derrière la porte et, grâce à ses pouvoirs magiques, comprit de quoi il s'agissait. Deux filles se tenaient derrière la porte, se disant à quel point elles étaient fatiguées aujourd'hui et mouraient d'envie de dormir. Le protagoniste s'exclama, « Que se passe-t-il » Elles se tournèrent vers lui, et Colin réalisa qu'il voyait à travers les murs. Non, il voyait l'énergie des gens. En se retournant, il entendit les chevaliers qui discutaient tout près. Ont-ils tout vérifié? Et soudain, à travers les murs, il vit le marquis Darius et Katrina dans la même pièce. C'était donc la magie de feu. Soudain, il entendit quelqu'un qui semblait affamé, et fut surpris, ne comprenant pas à qui appartenait cette voix. Ce n'était ni eux ni ces hommes qui en parlaient. C'était du mana. Cette carrure indiquait tout autre chose. Il leva les yeux et vit une fille le fixer de ses yeux brillants, ce qui l'effraya tellement qu'il manqua de tomber. Dire qu'elle l'avait remarqué, il fallait s'y attendre. La servante de la jeune fille se tourna vers elle et demanda, « Y a-t-il un problème, Lady Angelica ?» Elle lisait un livre et répondit, « Rien. Juste une mouche qui me dérange. » C'était Angelica Hall, la deuxième fille de Darius. Le protagoniste, Ria, réalisa que la voix n'était pas la sienne auparavant. Ce serait un peu difficile, mais il essaya d'élargir un peu son rayon de recherche. À cet instant, il entendit cette voix, « Quelqu'un ». Il se retourna brusquement et comprit qu'il l'avait trouvée. Cette voix provenait de la forêt sombre et profonde. La voix implorait de l'aide, et il réalisa qu'il s'agissait d'une puissance magique située dans un arbre tout près. Elle brillait intensément, et le protagoniste se demanda si c'était l'œuvre des démons. Quelque temps plus tard, Darius examinait les épées avec son subordonné lorsque Déacé s'approcha de lui et s'inclina. Tous les hommes se tenaient à proximité, souriant, en observant la scène. Katrina était en colère, et toute son attitude le montrait. Quand tout le monde fut rassemblé, Darius posa l'épée sur l'épaule de Déacé, l'adoubant ainsi. Katrina se disait que Déacé, un serviteur de classe moyenne, avait servi d'exemple aux autres serviteurs depuis que le seigneur Darius l'avait recueilli il y a plusieurs années. Et c'était aussi un moyen pour son fils, Fried, de passer sa frustration sur l'ancien esclave, ce qu'il faisait avec plaisir, faisant couler le sang à flot. Et maintenant, Darius le reconnaissait officiellement comme chevalier d'élite. Déacé sourit et se tourna vers ses amis pour les voir le féliciter et crier de joie et d'admiration. Katrina était furieuse, car les basses classes devaient servir la noblesse avec fierté. Elle dit à son fils qu'il partait, car la noblesse se devait de guider correctement ses créatures inférieures. Elle s'énerva violemment et déclara que c'était le destin, une règle absolue qui ne changerait jamais. Pendant ce temps, les servantes commencèrent à se disputer et à crier. L'une d'elles cassa une tasse et hurla à l'autre qu'elle n'était qu'un déchet inutile. Elle ne pouvait même pas préparer un thé convenable? Katrina regardait cela avec aisance et fit signe qu'on éloigne la nouvelle servante de sa vue. La jeune fille hurlait pour demander pardon, mais ils décidèrent de se débarrasser d'elle avec du métal chauffé à blanc. Quand la servante s'approcha avec le fer, elle le pressa directement contre sa poitrine, faisant hurler la jeune fille d'horreur et d'une douleur incroyable. Un instant plus tard, Erika courut vers Déacé en criant « Grand frère ». Katrina vit tout depuis le balcon et se souvint que Darius lui avait dit qu'il voulait faire venir chez eux une servante nommée Erika de la famille Williams. Il avait dit que c'était une promesse faite à Colin. À ce moment-là, quand Erika serra Déacé dans ses bras, elle réalisa qu'il était allé si loin pour un simple singe. Fried hurla sur sa mère. Pourquoi avait-elle accepté ses exigences? Après tout, si on laisse les choses telles quelles, c'est leur dignité qui est en jeu. Katrina répéta, dignité? Et qui a perdu contre le singe et s'est couvert de honte? Fried répondit que s'il s'était battu sérieusement, tout aurait été différent. Quand soudain, Katrina se mit à lui hurler dessus de colère, Fried, il est temps que tu te réveilles. Seuls les singes se battent contre d'autres singes. Elle utilisa ses pouvoirs magiques pour manifester sa tension. Et à cet instant, le sang gicla directement sur les filles. Fried ne s'attendait pas à une telle attaque et se couvrit le visage avec ses mains. Katrina lui dit que s'il venait à perdre contre un singe lors du test de sélection, il tomberait au même niveau que ses filles insignifiantes. Elle les tua toutes et leur trancha la tête juste devant Fried. Il se retourna et contempla la scène. Puis il déclara, en d'autres termes, il nous suffit de faire en sorte que les singes s'entretuent. Le protagoniste remarqua, ce sont des nobles déchus de la ville d'Ei. Katrina continua en disant que pour le bien du seigneur Darius et de la famille, elle l'arrêterait. Quelque temps plus tard, un banquet et des feux d'artifice eurent lieu dans le royaume. Imaginez un peu le nombre de personnes rassemblées, même s'il ne s'agissait que des tests de sélection de la famille. On dirait qu'ils vont voir quelque chose d'intéressant cette fois-ci. Ils sont venus à cause de ce garçon. N'est-ce pas? C'est lui qui a humilié le vicomte Slat devant tout le monde, et la rumeur dit qu'il a même vaincu Fried. Je crois qu'il s'appelle Colin. Colin eut un flashback du moment où Cornel lui avait demandé s'il voulait entrer dans la sombre et profonde forêt. Malheureusement, l'entrée n'était permise qu'au chef de famille ou à l'héritier officiel, et cette fois-ci, il ne pouvait pas l'aider. Il baissa les yeux et y réfléchit, quand il réalisa soudain que cette puissance magique terrifiante n'appartenait clairement pas à un humain, il devait trouver un moyen de la tester. Quand tout le monde se fut rassemblé, ils s'exclamèrent, c'est le Seigneur. Ça commence enfin? Darius monta sur l'estrade et cria que le jour tant attendu de l'épreuve de sélection était arrivé. Richesse, statut, honneur. S'ils en ont le pouvoir,
ils peuvent obtenir tout ce qu'ils désirent. C'est la règle absolue de cette famille, qui accorde le droit de porter le nom de Hall à celui qui remportera cette bataille. Quant au contenu de l'épreuve, Catherine brandit une bague en déclarant qu'elle se transmettait de génération en génération dans la famille Williams. Trouver cette bague cachée dans la zone de l'épreuve serait la condition de victoire. Darius sourit à ces mots et se demanda s'il devait amener Erika ici. Cachin répondit que si tel était son souhait, elle l'accepterait certainement. Et en échange, lui permettrait-il d'approuver le contenu de l'épreuve. Elle l'informa qu'il n'y aurait qu'une seule bague, ce qui signifiait qu'il ne pourrait y avoir qu'un seul vainqueur. Ainsi, sans plus attendre, elle téléporterait cette bague et tous les participants vers des emplacements aléatoires de la zone de l'épreuve. Elle avait également préparé des zones avec divers équipements et objets pour qu'ils puissent s'en servir à leur guise. Les protagonistes se crispèrent et se préparèrent, puis Darius hurla que les épreuves préliminaires commençaient. Colin remarqua que quelque chose clochait et regarda le visage de Catron, qui lui lança un regard terrifiant. Un instant plus tard, tout le monde atterrit dans la forêt près du volcan, émergeant de vifs éclairs de lumière. Colin, qui était tombé au sol et avait compris que ce terrain était une épreuve, se souvint d'une vie antérieure où cet endroit lui avait causé bien des ennuis. À l'arrivée de Colin, Cornel annonça que le transfert était terminé. DAC observait attentivement avec sa sœur, tout comme les autres gars. Darius, accompagné des membres de sa famille, Catrin et Fried, étaient également assis, réfléchissant à la situation. Les gars à l'intérieur de la zone commencèrent à abattre les premiers monstres. Ils le firent avec joie. Et juste au moment où le protagoniste se mit seul à la recherche du bon chemin, deux types surgirent derrière lui, prêts à bondir. Quand l'un d'eux tira une flèche vers sa tête, Colin esquiva facilement et fut surpris de leur habileté étonnante, car sa joue avait été éraflée. L'instant d'après, l'autre type tomba juste devant lui alors que le protagoniste parvenait à se retourner, et un combat éclata entre eux. Colin fit remarquer à quel point il était tenace. Il réalisa qu'il n'avait pas de temps à perdre avec eux, alors il s'esquiva brusquement, et l'homme péta les plombs. Le protagoniste se cacha derrière un arbre, après quoi l'un d'eux y tira une flèche en hurlant « Abandonne, petit salaud. Il est déjà fini. Ils le tueront vite pour qu'il ne souffre pas. » Colin rétorqua que c'était eux qui étaient finis, ici. Il ferait bien de regarder attentivement leurs mains. D'étranges veines saillantes y apparaissaient, et les garçons prirent peur en criant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Quelque chose bougeait sous leur peau. Voilà ce qui arrive quand on vole les affaires des autres. C'était le mille-pattes dévoreur de cœur qu'il leur avait refilé. Il pénètre le corps d'une personne et la déchire de l'intérieur, avant de chercher sa prochaine victime. L'un d'eux s'exclama « Et merde, s'il doit mourir de toute façon, il l'emportera avec eux. » Colin lui dit d'arrêter. Il n'était pas trop tard. En fait, lui aussi avait déjà été infecté par ces créatures venimeuses. Heureusement, il avait trouvé un antidote. S'il le laissait partir, il le leur donnerait. Mais sinon, il briserait cette fiole ici même. Les garçons chuchotèrent, et l'un d'eux suggéra de faire ce qu'il disait pour le moment. Et une fois guéri, ils le tueraient. Ils se mirent d'accord, et l'un d'eux cria qu'il le laisserait partir à condition qu'il leur donne vite le remède. Le protagoniste se prit la tête à deux mains et répondit que cela ne le dérangeait pas de le céder. Mais ce n'était qu'une seule dose. Avait-il bien compris? Les types échangèrent un regard et commencèrent à se hurler dessus pour l'avoir. Ce gars allait le tuer. Un autre cria, c'est un monstre. Avait-il oublié tout ce qu'il avait fait pour lui? L'autre lui dit de la fermer car, honnêtement, il ne l'aimait pas depuis le début. Ils commencèrent à le supplier de leur donner le remède et continuèrent à se disputer. Colin répondit que tout était clair et, avec un sourire, dit qu'il allait donc le lui donner. Il lança le remède dans les mains du type qui cria, enfin, quand soudain sa tête explosa, ne lui laissant pas le temps de remercier le protagoniste. Son rival hurla que le remède serait à lui, et après l'avoir attrapé et bu, il cria que Colin serait le prochain. Il lui redemanda s'il n'avait pas l'intention de le laisser partir. L'homme lui dit d'arrêter de dire des bêtises, et qu'il recevrait une récompense s'il apportait sa tête à la maîtresse. Il répondit qu'il s'en doutait, qu'il avait trouvé une cible et fait équipe, mais pensait-il vraiment que cet antidote était réel? Le gars s'exclama, quoi? Il lui expliqua que c'était juste de l'éau qu'il avait récolté à proximité. L'idée qu'il était infecté était aussi un mensonge et ce n'était que de la saleté. L'homme, terrifié pour sa vie, se mit à hurler qu'il était un monstre et qu'il allait le tuer sur le champ. Mais à cet instant, au moment de frapper, il s'écroula au sol et commença à agoniser. Le protagoniste demanda à nouveau, le poison s'était-il répandu? Eh bien, s'il fallait en arriver là, il lui avouerait que cette zone était contaminée par le miasme d'insectes venimeux, rendant même les eaux ordinaires toxiques. Dans sa prochaine vie, qu'il soit plus gentil avec les autres. D'accord? L'homme lui dit qu'il le regretterait. La famille Williams ne le laisserait pas partir. Il prononça ces mots dans son dernier souffle, et le protagoniste lui retira la bague du doigt en affirmant que ce cadeau lui allait très bien. Il n'avait qu'à considérer ce poison comme son cadeau en retour. Quelque temps plus tard, le protagoniste enfila sa cape et poursuivit sa marche seul dans la forêt. Il s'approcha d'une grotte jonchée de squelettes et comprit qu'il avait enfin atteint sa destination. En y pénétrant, il entendit des bruits étranges et passa devant des squelettes dont les yeux brillaient d'une lueur magique. Soudain, ils se réveillèrent tous et le dévisagèrent. Colin déclara que l'endroit n'avait pas du tout changé, quand soudain il entendit une voix lui demander d'arrêter. Il se demanda ce que cela pouvait bien être.
Un groupe d'hommes armés encerclait la fille et lui ordonnait de se rendre immédiatement. Elle n'avait nulle part où fuir. La fille se crispa, complètement seule, et entra dans une colère noire. Elle frappa le premier gars qu'elle vit en hurlant qu'elle se battrait jusqu'au bout. En faisant cela, le chevalier ricana et lui asséna un coup de pied d'une force inouïe, l'envoyant valser vers un autre homme qui brandit un marteau contre elle. Ils commencèrent à la rouer de coups de tous les côtés, et elle s'effondra au sol, couverte de sang, incapable de parler et tremblant de douleur. L'homme posa le pied sur son dos et hurla de lui dire où il était, à moins qu'elle ne veuille finir comme eux. Il y avait de nombreux cadavres autour d'elle, et la fille hurla qu'elle ne savait rien. Et même si elle le savait, elle ne leur dirait rien. Le chevalier se moqua d'elle et demanda, « Et ça alors ?» Il attrapa sa main tremblante et commença à la traîner, la faisant hurler d'horreur et de douleur. C'est alors que Colin s'approcha d'eux, réalisant qu'il s'agissait des ordures de la famille Williams. La fille remarqua son arrivée et le regarda silencieusement dans les yeux. Ils échangèrent un regard, et il s'excusa mentalement, se disant que cela ne le regardait pas et qu'il préférait éviter tout ennui inutile. Mais la fille s'écria de l'aider. À ce moment-là, Colin se figea, et les types se retournèrent pour demander s'il y avait quelqu'un. Les types le remarquèrent et se mirent à gueuler, « Qui diable est-ce » Il se mit à rire et leur dit de se calmer, affirmant qu'un scientifique n'est pas un ennemi. Les types ont demandé, « Quoi ? Est-il de la famille Williams ?» Ça ne le regardait pas, alors il ferait bien de dégager d'ici. La fille l'a regardé les larmes aux yeux et a répondu qu'elle savait tout, quand soudain l'un d'eux lui a crié d'arrêter. Il a dit qu'il avait une bague, mais quelque chose clochait. Il voulait voir son visage. À ce moment-là, il l'a attrapée par l'épaule et l'a retournée, et tous les autres ne comprenaient pas pourquoi il était si figé et ont demandé ce qui n'allait pas. Colin s'est collé à lui et a dit qu'il ne voulait vraiment pas s'en mêler. Mais s'il agissait ainsi, il ne lui laissait pas le choix. Il a retiré sa capuche et a crié de ne pas lui en vouloir, avant de le frapper à la poitrine avec son épée, le tuant sur le coup. Les garçons ont compris que ce type avait anéanti leur ami et se sont mis à hurler pour sauver leur peau. Colin a lancé son épée sur l'un d'eux, lui tranchant la gorge d'un seul coup, et a donné un coup de pied au visage d'un autre gars distrait par l'attaque. Il les a rapidement expédiés, et le dernier est resté là, hurlant qu'il était un petit monstre, quand soudain la lame de l'épée était déjà près de sa gorge. Un instant plus tard, les filles l'ont frappé avec un marteau, et ils s'en sont facilement débarrassés. Elle l'a regardé dans les yeux et a décidé de bondir, ce qui l'a surpris. Et à ce moment-là, elle a frappé le gars qui s'était approché dans son dos et l'a détruit en pleine poitrine. Un instant plus tard, l'un d'eux est tombé à genoux, et Colin a dit qu'elle s'était bien battue. Elle avait peur car elle pensait qu'elle allait être tuée, et elle s'est mise à pleurer. Colin a poussé un soupir de soulagement, et un instant plus tard, ils ont allongé tout le monde sous des draps pour qu'il repose en paix. Colin a demandé, au fait, pourquoi il l'avait attaqué. Elle a répondu qu'il exigeait de savoir où se trouvait un certain gars nommé Colin. Elle a dit qu'ils ne le connaissaient pas, mais ils ne les ont quand même pas crus. Et après le combat, tout le monde est mort sauf elle. Le protagoniste était abasourdi et a réalisé que ça semblait terrible. Elle a demandé, au fait, n'est-il pas lui aussi de la famille Williams? A-t-il vraiment le droit de lever la main sur ses camarades? Il a répondu qu'il était en mauvais termes depuis le début, alors que tout allait bien. Et, à vrai dire, il participait à un test de sélection pour quitter la famille Williams. Très bien. Maintenant il s'en allait. Elle a attrapé sa main et a crié que dans ce cas, elle lui offrait son aide. Il l'a regardée en silence puis a demandé ce qu'elle pouvait faire alors qu'elle avait failli être tuée il y a un instant. Elle a répondu qu'à ce moment-là, elle était simplement perturbée car ses camarades venaient d'être achevés. Elle est en fait très puissante. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, ils se sont soudainement retournés pour voir un homme en haillons s'approcher d'eux. La fille a demandé s'il était son allié. Colin a répondu que non, et l'homme a commencé à grogner vers eux en émettant des bruits étranges. La fille était surprise, le gars a ri bruyamment, et elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Le protagoniste s'est interposé pour la défendre et a frappé l'homme au visage avec son épée, mais il tenait toujours debout, et Colin a attrapé sa main en criant qu'il devait partir de là. L'homme a retiré l'épée de son visage à main nue, et la fille ne comprenait pas pourquoi il ne mourait pas. Il a répondu que c'étaient des cadavres contrôlés par de gros scarabées marionnettistes. Ils continueraient de bouger jusqu'à ce qu'ils détruisent le corps principal à l'intérieur d'eux. La fille a redemandé. Gros scarabées marionnettistes? Il a répondu que c'était un type de monstre parasitaire. Ils parasitent les gens, sucent leur sang et les transforment en cadavres ambulants. De plus, ils s'échangent des informations entre eux. Ils communiquent également la position de leur proie. À ce moment-là, ces créatures les ont encerclés, menées par ce monstre précis, et Colin a commencé à parler de leur persévérance. Ils devaient trouver une excuse et s'échapper par un passage secret, mais la fille a gloussé, disant qu'il n'était pas un si gros problème. Au début, elle avait un peu peur, mais après ces explications, elle ne craignait plus rien. Pour faire simple, tant qu'il ne se laissait pas infecter, il ne perdrait pas. Pas vrai? Il a répondu qu'il avait oublié de mentionner que les scarabées cadavériques pouvaient copier les capacités de l'autre qu'ils parasitaient. La fille lui a demandé de ne pas s'inquiéter, Monsieur le Sauveur, et il a été surpris qu'elle l'appelle ainsi. Elle a répondu que même s'il utilisait pleinement ses capacités avec des corps aussi blessés, il ne pourrait pas déployer leur véritable pouvoir. Elle s'appelait Luna, et lui, comment s'appelait-il? Il a failli dire Colin,
mais a dit Clark à la place. Pour le moment, il cacherait sa véritable identité. Luna lui a dit de lui faire confiance, à elle, le maître de Clark, que cette fois elle le protégerait. Elle a joint les paumes de ses mains, créant une puissante énergie magique tout en incantant un sort. Dieu miséricordieux, que ceci lui accorde le pouvoir de bannir le mal. Le protagoniste a réalisé que c'était de la pression. Était-elle une épéiste avancée? Luna a continué d'incanter le sort pour que les chaînes ténébreuses se brisent, et que les âmes errantes soient guidées là où elles devaient être. Un feu éclatant a brillé dans ses yeux, et les monstres ont continué de courir vers elle pendant qu'elle incantait un sort qui se réaliserait le soir. Un instant plus tard, les monstres ont été détruits par la technique d'épée de Luna, un torrent pur. Elle a souri en rougissant, et Colin, en la regardant, a réalisé qu'elle avait vraiment de sacrées capacités. À ce moment-là, un autre monstre est apparu derrière lui, mais il s'est retourné brusquement et l'a détruit. Les terrains d'épreuve n'étaient pas si cléments, et à ce moment-là, le système a signalé qu'un pouvoir magique avait été détecté. La fille a continué de détruire les monstres environnants, leur sang vergiclant dans toutes les directions. Elle était déterminée à gagner et pensait que tout se passait bien. À ce rythme, elle les détruirait tous. Soudain, le monstre principal est apparu derrière elle, et elle a bondi sur lui avec 2 épées quand il a soudainement tendu sa main et créé un sceau magique qui s'est protégé. Elle a réalisé que c'était de la magie et a été surprise. Elle a été repoussée par cela, hurlant que c'était impossible. Comment un simple cadavre pouvait-il utiliser ça? Soudain, le cadavre a jeté un sort sur sa jambe, et elle a commencé à être aspirée dans les rochers. Luna était terrifiée et a hurlé, non. Mais le monstre a continué d'utiliser ses pouvoirs et l'a pratiquement capturé. Luna a couru sur le côté et a heurté le mur, quand elle a soudainement regardé devant elle et a réalisé que c'était ses amis, Ren, Kelly et Morley. Elle s'est figée, réalisant que c'étaient ses camarades. Ils s'étaient transformés en ces monstres, et ça ne pouvait tout simplement pas être vrai. À ce moment-là, le protagoniste a détruit l'un d'eux juste devant elle, et en se tournant vers Luna, il a demandé, « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a crié, « Monsieur Clark. » Après tout, elle était capturée par des monstres, et il a été surpris et a redemandé, « Quoi ?» Le système a de nouveau signalé qu'un pouvoir magique avait été détecté, et il a compris. Mais ne lui dites pas que c'était ce monstre. Dire qu'il y a même un cadavre de mage ici. Ils ont continué de se battre ensemble, mais Luna a commencé à perdre ses forces. Elle est tombée dans ses bras, et Colin a réalisé qu'elle était infectée par des scarabées cadavériques. Quand soudain il a entendu un grand cri, les monstres restants ont recommencé à les attaquer, et il a sorti sa main, commentant à quel point ils étaient terriblement agaçants. Il a violemment planté son épée dans le mur avec une force incroyable, le fracassant, et est ressorti de l'autre côté des monstres. Les monstres ont hurlé après lui, mais il leur a dit de lui pardonner et, avec un clin d'œil, s'est éclipsé au coin de la rue. Un instant plus tard, il a plongé directement de la falaise dans les eaux à une vitesse incroyable. Il a posé Luna sur le sol et a allumé un feu près d'elle. Là, il a essayé de cuisiner de la nourriture, en regardant son expression dans le reflet. Soudain, Luna a bondi et a hurlé que les cadavres bougeaient. Le protagoniste s'est approché d'elle, a placé son épée sous sa gorge, et lui a dit de ne pas bouger. Elle était surprise, Monsieur Clark. Il remarqua que la zone entre ses sourcils était légèrement noircie et que ses lèvres étaient un peu violacées. Elle était sans aucun doute infectée par les parasites, mais sa conscience demeurait claire et il n'y avait aucun signe de mutation. Était-ce dû à sa constitution physique? Il déclara que c'était le niveau inférieur. Ces cadavres ne les suivraient pas jusqu'ici. Luna murmura avec effroi que c'était bien l'endroit, le niveau inférieur. Il s'approcha d'elle, versa un liquide dans une tasse et lui ordonna de le boire sur le champ. Elle demanda ce que c'était. Colin répondit qu'il s'agissait d'une décoction d'herbes médicinales cueillies dans les environs. Puisqu'elle était infectée, il était impossible de la guérir complètement. Mais si elle la buvait, cela ralentirait la mutation. Cependant, ignorant son efficacité exacte, il approcha la tasse de ses lèvres, ce qui crispa Luna à cause de l'odeur répugnante. Elle demanda si, en d'autres termes, elle finirait tôt ou tard par devenir comme eux. Colin acquiesça, et elle but la tasse d'un trait, affirmant que dans ce cas, elle le ferait. Après l'avoir avalée, elle s'écria qu'elle avait tout bu et qu'il devait partir maintenant. Elle se leva brusquement, et Colin lui demanda où elle allait. Luna répéta, « Comment ça, où ?» Le but de l'épreuve était de trouver l'anneau. N'est-ce pas? C'était sûrement une bénédiction des dieux qu'elle soit encore elle-même malgré l'infection. Elle devait faire tout son possible tant qu'elle avait l'esprit clair, et elle se chargerait aussi de ses cadavres. Et lui, Monsieur Colin, devait saisir cette occasion pour s'échapper d'ici. Il rétorqua qu'il resterait là, et Luna le regarda avec stupéfaction. Colin expliqua que, très franchement, s'il suivait ce cours d'eau, il pourrait sortir. Et il avait initialement prévu de s'enfuir, mais qu'autre chose était plus important. Pourrait-elle vraiment se résoudre à infecter ses propres camarades même s'il était sous contrôle? Elle le regarda silencieusement, avec tristesse, n'étant pas si sûre. Ses amis étaient les meilleurs depuis l'enfance, ils avaient quitté leur ville natale en rêvant de succès et en se soutenant mutuellement. Il y avait eu des moments où elle était prête à abandonner, mais son destin avait basculé le jour où elle avait rencontré le chef de famille. Elle pensait que cette épreuve était aussi une chance accordée par les dieux. Alors pourquoi les choses avaient-elles tourné ainsi? Elle voulait libérer ses camarades, mais elle refusait de leur faire du mal.
Elle était tellement pathétique. Elle se mit à pleurer, et Colin se demanda si elle pensait à ses compagnons. Ses larmes étaient la preuve qu'elle avait un cœur humain, n'est-ce pas? De plus, ce n'était pas encore fini, alors Luna l'interrogea à nouveau. Il répondit que la caractéristique principale de ces scarabées nécrophages est leur symbiose avec une mère unique. Pour faire simple, si la mère scarabée meurt, ses petits mourront avec elle. Bien sûr, cela s'applique aux parasites. Mais une mère scarabée nécrophage est incomparablement plus dangereuse qu'un scarabée ordinaire, et c'était à elle de décider de combattre à ses côtés. Luna s'écria avec assurance qu'elle se battrait, car elle avait promis de le protéger. Puisqu'elle était de toute façon infectée, ces créatures ne lui faisaient plus peur. Il rétorqua qu'il avait oublié de préciser un détail, et que si elle l'accompagnait, elle devrait tout boire à tout hasard. Il pointa du doigt le feu où bouillait une énorme marmite de ce même liquide, et Luna hurla d'effroi. C'était tout? Non. Même cette seule tasse était sa limite. Il lui dit que dans ce cas, ils allaient oublier leur précédente conversation. Luna s'égosilla alors en lui hurlant d'attendre. Puisqu'elle allait tout boire, elle avait presque terminé, alors il se devait de l'attendre. Quelque temps plus tard, Colin lui dit de ne pas bâiller lorsque Luna passa devant d'énormes araignées. Elle demanda s'il était sûr qu'il devait aller par là. Colin répondit que oui. La mère scarabée nécrophage marionnettiste se terrait généralement au fond de ce genre d'endroits intimidants, alors elle devait rester sur ses gardes et suivre la cadence. Elle lui demanda encore une fois s'il prévoyait de l'affronter de front. Leur adversaire était probablement de rang 3. Colin se demanda ce que cela signifiait. Elle s'enquit avec surprise. L'ignorait-il? Mais les terres de l'Empire abritent une immense variété de monstres, alors les hauts dignitaires les classent selon leur force. Les monstres de rang 1 sont inoffensifs. Le cerf noir aux yeux rouges que l'on trouve sur les terrains de chasse en est un parfait exemple. Les monstres de rang 2 et 3 sont ceux qu'on ne peut vaincre sans compétences ou techniques spécifiques. À en juger par leur réaction, les insectes nécrophages communs étaient environ de rang 2. Il est donc logique de supposer que leur chef se situe autour du rang 3, pourtant, il est curieux de savoir comment un monstre de rang 2 a pu utiliser la magie. Colin lui dit de ne pas compliquer les choses. Un insecte nécrophage ne pouvait-il pas simplement parasiter un noble et copier sa capacité? Elle s'écria que c'était impossible, car un noble choisi et protégé par les dieux ne pourrait jamais être victime du parasitisme d'un monstre. Il répliqua, elle sous-entendait donc que ce n'était pas de la magie, mais une caractéristique innée du monstre lui-même? Est-ce la flamme crachée par la bête aux flammes d'azur ou le roi azur? Luna répondit que c'était également faux, car la magie est un pouvoir spécial conféré par un dieu à ses fidèles. Lorsqu'on l'utilise, cela crée toujours un cercle dessiné par le dieu. Ce cadavre avait indéniablement utilisé la magie auparavant, ce qui laissa Colin pantois. Un cercle dessiné par un dieu. Que voulait-elle dire? Un cercle magique. Luna décida de commencer en précisant qu'elle n'avait jamais entendu parler de monstres de second rang possédant des capacités innées, et que les bêtes aux flammes d'azur sont de rang 4, tandis que leur roi est de rang 5. Tous deux sont considérés comme des monstres face auxquels il faut se préparer à mourir en cas de rencontre. Est-ce qu'ils comprenaient ça? Ils ne peuvent même pas être comparés à des créatures comme les scarabées nécrophages. Colin répondit que tout était clair, puis se perdit dans ses pensées, alors même qu'il venait de les terrasser. Ce système de classement était-il seulement exact? Était-il possible que les scarabées nécrophages soient d'un rang bien plus élevé? Luna redemanda. Pensait-il qu'un messager divin des dieux aurait pu se tromper? Il demanda à son tour. S'agissait-il alors d'une erreur divine? Luna s'exclama. Ça suffit. Il essayait d'insulter un dieu. Elle se mit dans une colère noire, et Colin, en voyant son poing tremblant, ne sut que dire et présenta ses excuses puisqu'il lui avait donné raison. Il y avait juste quelque chose qui lui échappait. Il se glissa dans la faille et, en l'examinant, se demanda si les grands scarabées nécrophages pouvaient utiliser la magie. Cela signifiait-il qu'ils étaient eux aussi des messagers divins? Et si le pouvoir magique n'était pas un privilège réservé aux messagers divins? En entendant cela, Luna affirma d'une voix tremblante que la magie, preuve des messagers, n'était conférée par Dieu qu'aux croyants les plus dévots. Mais la magie qu'utilisait le scarabée nécrophage marionnettiste prenait indéniablement la forme d'un cercle. Elle comprenait ce que cela impliquait. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Colin lui donna une pichenette et lui dit qu'elle pourrait y réfléchir une fois qu'il aurait vaincu la grande mère scarabée marionnettiste. Il suggéra de se remettre en route, et Luna s'écria, mais où allait-il donc depuis tout ce temps? Soudain, elle vit cette pièce, et Colin déclara qu'il allait tout utiliser pour vaincre la mère scarabée marionnettiste géante. Il y avait un immense entrepôt rempli de diverses caisses et tonneaux, et elle dit qu'elle sentait une odeur d'alcool en se couvrant le nez. Se retournant, elle demanda s'il y avait du charbon là-dedans. Ne me dites pas qu'il a l'intention d'utiliser le feu. C'était tout simplement impossible. Cela aurait pu marcher sur un scarabée marionnettiste ordinaire, mais elle ne pensait pas que cela fonctionnerait sur un monstre de niveau 3. Demanda Colin avec surprise. Impossible? Il était trop tôt pour qu'elle tire des conclusions. Après un moment, ils arrivèrent au bon endroit. Les mères scarabées marionnettistes se trouvaient à l'intérieur. Luna demanda, mais comment vont-ils ouvrir cette porte? Il répondit qu'il allait bien sûr la défoncer. Un instant plus tard, une multitude d'étincelles brillantes volèrent de tous les côtés, et elle répondit, non. Même une technique d'épée avancée ne pourrait transpercer une telle épaisseur. Elle sourit et regarda le protagoniste parvenir soudainement à la transpercer avant de dire qu'il avançait.
Mais elle fut stupéfaite et demanda comment il avait fait avec une seule dague. Lorsqu'ils entrèrent, ils virent de nombreuses torchées et s'exclamèrent « Waouh !» Il y avait de Léo, et de nombreux cadavres gisaient à même le sol. Lorsque Luna remarqua l'un d'eux, elle dit que cet endroit était assez étrange, mais il s'arrêta et lui dit de regarder droit devant. Devant eux, un énorme monstre était assis sur un trône, marmonnant de la viande. C'était une mère scarabée marionnettiste. Il continuait de marmonner qu'il voulait de la viande fraîche.